Salut Marion, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour parler de ton travail de chargé de production. Avec plaisir, salut. Pour petit contexte, on s'est croisés au jury quand on était à l'école Pictura. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a un petit peu de temps maintenant quand la vidéo sort. Mais donc c'est là-bas qu'on s'est croisés et je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que typiquement, j'ai l'impression que chargé de production, c'est le métier où ça peut vouloir dire différents trucs selon l'entreprise, enfin le studio où on est, quoi. Et Ouais. voilà, je voudrais bien que tu commences peut-être par parler un petit peu de ton parcours, si tu as fait des études particulières et tout ça, et comment t'en es arrivé à ce poste-là. Alors moi, à la base, ce qui m'a emmenée vers l'animation, c'était le dessin, comme beaucoup. Je dessinais depuis toute petite, j'adorais dessiner et tout. Et quand j'étais ado, je me disais, mais le dessin, c'est pas un vrai métier, donc je pourrais jamais en faire un métier. Et j'ai découvert l'animation et je me suis rendu compte qu'en fait, pour le coup, en animation, il y avait une réelle industrie du dessin avec genre des entreprises, des open space, ça fonctionnait beaucoup plus comme une entreprise et donc avec la possibilité d'avoir une carrière et d'avoir un emploi stable. Et là, je me suis dit, ah, peut-être qu'en fait, finalement, le dessin, ça peut être un métier. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur l'anime, sur les écoles d'animation. À l'époque, j'étais en Chine, à l'école française de Shanghai. Du coup, c'était un peu compliqué parce que je pouvais pas faire les journées portes ouvertes. Enfin, toutes les informations que j'avais, c'est ce qui était disponible sur Internet. Donc, et on avait quelques écoles privées qui faisaient quand même le déplacement. Il y avait Émile Cole et Lisa qui passaient quand même régulièrement aux Ah ouais, journées de l'étudiant. Ouais. je savais pas qu'il y avait des journées à l'international comme ça avec des écoles françaises. Ouais, c'est beaucoup des écoles privées du coup, parce que c'est les seules qui ont vraiment le budget de faire ce déplacement. Et après, ça a du sens aussi parce que en général, les gens à l'étranger, c'est des enfants d'expats. Et souvent, ils vont plus aller, en tout cas, ils ont le budget pour aller dans des écoles un peu plus privées ou en tout cas, c'est plus ce qu'ils vont aller rechercher de manière générale. Donc ouais, de temps en temps, on avait des écoles qui venaient. Et, moi, je suis fille d'un site. Donc pour le coup, l'école privée, c'était pas trop une option, surtout que les écoles d'anime, c'est quand même hyper cher. Donc je me suis vraiment tournée en priorité vers soit les écoles pas trop chères comme Pivot, soit les écoles gratuites. Et donc je me suis pas mal renseignée sur les DMA en animation. Ouais. Donc il y en a 5 en France, donc c'était assez rapide. Et j'ai un peu flashé sur les SAT qui est à Roubaix. Et du coup, j'ai postulé là-bas en mise à niveau à appliquer en me disant, bon, bah, si je suis dans l'école, ce sera peut-être plus simple après de continuer, de connaître les profs et tout, d'avoir des conseils, d'aller voir les étudiants, tout ça. J'ai fait mon DMA à l'ESAT aussi. Et pendant mon DMA animation, j'ai une crise existentielle de ouf. Et j'étais là, je sais pas trop si je sentais que je kiffais l'anime et tout, mais que j'étais pas tout à fait à ma place non plus. J'étais entourée de personnes qui étaient vraiment super talentueuses. C'est un peu dur, je trouve. Mais c'est une expérience que j'ai partagée avec beaucoup de gens de ma classe qui se sont beaucoup ont aussi eu leur crise existentielle quand ils sont arrivés en DMA. C'est-à-dire que nous tous et toutes, on se définissait un peu comme des gens qui dessinaient bien. Et Ah oui. soudainement, Et on t'arrives est dans le milieu arrivé où dans tout le une monde est ceux classe. qui dessinent bien, quoi. Ouais. C'est ça, on est arrivé dans une classe où en fait on était 15 et on était tous, enfin, on dessinait tous bien, mais il y avait des gens qui dessinaient quand même mieux. Là, tu sais plus qui t'es en fait. Ouais. En fait, c'est le C'était truc un peu des études particulier. supérieures en général, quoi. C'est au début, t'es Ouais, un peu c'est ça. l'exception, et après, Ouais, tu te retrouves avec que les exceptions ensemble, quoi. Donc, exactement. Et là, je voyais des gens qui débordaient de créativité, qui étaient vraiment super forts et tout. Et je me disais, oh là là, mais je sais pas enfin, moi, je savais que je pouvais pas faire ce genre de choses. Et du coup, à la base, mon idée, c'était, je suis plus technicienne. Enfin, je suis pas une créatrice. J'ai pas un truc d'auteur. Ça m'intéresse pas. J'ai pas la créativité pour. Mais je suis peut-être plus technicienne. En plus, moi, beaucoup de mon dessin, c'était du fan art. Donc, j'étais assez contente de redessiner des designs de gens qui étaient déjà posés, quoi. Mais j'étais pas très bonne technicienne non plus. Et je me voyais mal aussi faire ça, genre, tout le temps. c'est vrai que La ça, journée, c'est un gros truc aussi de
la transition de c'est une passion, j'adore ça, je fais ça sur mon temps libre, j'ai envie de faire ça tout le temps. Et quand tu le fais vraiment tout le temps, c'est pas le même truc, surtout quand c'est ton ça. travail et tout ça. Ouais, et il y a vraiment des exigences autres quand tu le fais de manière professionnelle, ou même à l'école, quand tu sais que ça va être noté, quand il va y avoir des retours, quand il va y avoir... Là, je me suis rendu compte que le dessin, c'était un peu mon nounours, que c'était pas hyper agréable de sortir de sa zone de confort de cette manière-là, et que en fait, le faire de manière professionnelle, ça te demande de sortir de ta zone de confort. Il y a des gens, ça les fait kiffer, ils vont progresser, ils vont galérer aussi, hein. Je pense que tout le monde passe par une phase avec beaucoup de doutes, avec beaucoup de galères et tout. Mais moi, pour le coup, c'était plus de la souffrance qu'autre chose. Ouais. Donc, je me suis un peu dit, bon, bah, peut-être que les métiers qu'il faut que j'aille chercher, c'est plus des métiers techniques. Donc, du rig, du compositing, de l'anime 3D. Enfin, ça m'intéressait quand même beaucoup. Et en fait, j'ai fait mon stage dans une petite boîte de prod. Et là, j'ai un peu commencé à découvrir ce que c'était la production parce qu'on nous en parle pas du tout à l'école. Et j'étais dans c'est une petite boîte. En fait, il y avait un bureau. Ouais. Et il y avait l'assistante de prod. La productrice, elle était pas là parce qu'elle était par Mont et par Vaux et tout. Il y avait l'assistante de prod, / chargée de prod. Enfin, en tout cas, l'autre personne de la prod parce qu'elles étaient deux, en fait. Et je faisais mon stage en face d'elle. Et j'aidais, comme c'était un stage, je faisais des petits visuels, des petits trucs. C'était une petite boîte indé, donc ils n'avaient pas de budget. Donc, genre, je dépannais un peu sur des trucs visuels. Et en fait, je voyais un peu ce qu'elle faisait au quotidien. Et là, j'ai commencé à un peu voir ce que c'était. Et le déclic qui s'est fait quand j'ai parlé à Emmanuel Alain Rénal, qui est un des producteurs de Miyu, que j'ai rencontré dans un événement Nord-Anime où en gros il y avait des professionnels de l'animation, il y avait des gens des écoles du Nord et tout. Et il m'a parlé de son métier et je me suis hyper reconnue dans ce qu'il était en train de me dire en fait. Du style, lui, ses propres projets, ça l'intéresse pas trop. Enfin, le rôle d'un producteur, c'est vraiment de soutenir les projets des autres. Et là, j'étais là, bah ouais, moi, c'est trop mon délire en fait. Enfin, dans ma classe, genre, j'étais en 2e année, on devait faire notre film de fin d'études. C'était vraiment l'enfer pour moi. J'avais pas envie de faire un film. Enfin, j'avais rien à raconter. Enfin, ça m'intéressait pas. Et du coup, je procrastinais toujours mon propre projet pour aller voir le projet des autres. Et ça m'intéressait trop d'en parler avec eux et de les titiller un peu aussi sur de quoi ils voulaient parler, comment ils en parlaient et tout. Ça, c'est quelque chose qui me fait kiffer de fou. Et aussi donner des petites astuces pour aller plus vite ou être plus efficace parce que j'ai remarqué et ça s'est un peu confirmé aussi dans ma carrière professionnelle, c'est que des fois les artistes ils sont tellement focalisés sur le dessin et sur la manière de faire qu'ils n'ont pas forcément un esprit hyper pragmatique sur le temps que ça va prendre ou ce genre de choses pour un effet qui peut être similaire ou très proche ou même identique. Et du coup, moi c'est un peu ça mon délire, genre je suis un peu flemmarde. Du coup, j'aime bien trouver... max, quoi. C'est ça, moi j'aime bien optimiser un peu les efforts pour avoir des bons résultats, mais avec un peu moins d'énergie et de temps. Du coup, j'avais un peu cette relation aussi avec mes camarades de classe où genre j'allais leur donner des petites astuces pour aller plus vite. Est-ce que tu as quelques exemples c'était quoi qui faisait que les équipes faisaient qui étaient trop longs ou des trucs comme ça où tu pouvais leur dire bah là tu peux compresser? Ça va être souvent, j'ai pas d'exemple précis, mais ça va être souvent des trucs où ils font tout en tradi parce que c'est kiffant, la craie, le machin, le fusain, les trucs comme ça. Donc vraiment sur papier. Mais il y a des moyens de combiner le numérique et le traditionnel pour pouvoir faire la même chose, mais de manière peut-être plus efficace ou de faire un peu de réhut, enfin de trouver un peu des astuces, de faux fixes, ce genre de choses avec After. Moi, j'aime bien les logiciels, en plus, j'aime bien le numérique. Du coup, j'aimais bien aller chercher des petits trucs sur After Effects et tout. J'avais des amis, ils étaient plus anime tradi, genre ils faisaient des line tests, ils animaient sur papier et tout. Donc un peu dans ces délires-là. Et eux, pour le coup, trouver des astuces pour aller plus vite en numérique, c'était pas du tout leur truc. Par contre, ils avaient leurs astuces en tradi pour le coup, mais ils étaient peut-être moins à l'aise en numérique, quoi. Et on avait aussi participé en première année aux espoirs de l'animation. Il y a un événement, je ne sais pas si les abonnés pourraient connaître cet événement. On en a déjà parlé parce que des gens avaient participé à ça. Je sais que c'est le groupe M6, Canal J, tout ça, je crois.
Ça, c'est le groupe Lagardère qui fait ça. Il y a différentes catégories en fonction de l'âge. Il y a un temps qui est imposé et on a 4 semaines pour faire 1 minute. Et moi, quand on a fait ce projet-là, je ne le savais pas à l'époque parce que je savais parce que c'était la prod, mais j'avais eu un rôle de production. En fait, mon premier réflexe c'était de dire bon bah on a 4 semaines, on doit faire 1 minute d'anime. Il faut que la première semaine on ait fini ça. La deuxième semaine on ait fini ça. J'avais mon tableau Excel avec genre le planning et tout. Et c'est bien que ce soit naturel quelque part parce que plein de gens ont pas ce truc de se dire je vais organiser. Et c'est cool qu'il y ait des gens qui ont ce profil-là de base, on va dire. Ouais, c'était un peu naturel et c'est un truc que je savais pas, c'était un métier en fait, c'était juste quelque chose que j'aimais faire. Et j'étais aussi la maîtresse du temps quand on discutait parce qu'on était tous réals du film. On avait tous la même, il y avait pas d'ascendant hiérarchique. Par contre, quand on avait discuté pendant un moment de quelque chose, en général, c'est moi qui disais bon bah là, je pense qu'on a assez discuté, on a bien argumenté de tous les côtés. Maintenant, on vote, comme ça au moins on a une décision. Et ça permettait d'avancer quoi. Et donc ça c'était quelque chose que j'aimais bien faire et que je faisais de manière assez naturelle et je me suis rendu compte après que en fait c'était des réelles compétences que je pouvais utiliser dans le monde professionnel quoi. Peut-être que là ça va débloquer un peu des gens qui se disent mais oui moi je fais ça dans mon équipe et tout. C'est ça parce que c'est un métier de l'ombre et que c'est pas hyper valorisé et qu'on n'en parle pas beaucoup dans les écoles d'anime. Et une fois que j'ai réalisé ça, je suis allée au Gobelin qui est la seule formation de production axée spécifiquement sur l'animation. Il y en a une dans le monde. Enfin, dans le monde, c'est un peu exagéré parce que je connais pas tous les pays du monde. Mais en tout cas, en Europe, il y en a une, c'est les Gobelins. 1 an en licence en alternance, donc à moitié à l'école. Et le diplôme est en partenariat avec l'université Gustave Eiffel, qui, elle, se charge d'une partie plus production de documentaires. Donc, en faisant cette année, on voit à la fois la production audiovisuelle en prise de vue réelle et la production d'animation. Et donc, je suis juste curieux de comment ça marche là-dessus, parce que je crois qu'il y a déjà quelqu'un qui était passé par ça, mais je sais plus. Mais peut-être qu'on peut réexpliquer un petit peu comment, parce qu'on a déjà beaucoup parlé de comment on rentre dans la partie animation avec les concours, les entretiens et choses comme ça. Mais dans cette partie-là, comment tu rentres en fait? C'est sur dossier, sur entretien. Ok. La partie la plus importante, selon moi, c'est vraiment l'entretien d'embauche, enfin l'entretien que tu fais avec le jury. Parce que le dossier, en gros, faut avoir des bonnes notes, il faut avoir un parcours à peu près cohérent. Mais surtout une lettre de motivation un peu béton où tu expliques pourquoi tu veux faire de la production. Parce que le dossier, c'est juste, tu peux le faire en sortant juste du lycée, ça par exemple? Tu dis, comment ça marche pour prouver que t'es... Ouais, comme c'est une licence pro, il faut avoir un bac plus 2. Donc moi, en l'occurrence, j'avais mon bac plus 2 de DMA d'animation. Mais le parcours le plus commun, c'était BTS audiovisuel, souvent option de gestion de la production. Il y avait pas mal de gens qui connaissaient déjà la prod qui étaient dans la classe, quoi. Par contre, ils connaissaient pas du tout l'anime. La prod d'anime, c'est totalement différent de la prod audiovisuelle. Et du coup, ça, ils ont vraiment découvert pendant cette année-là. Moi, c'était plus le contraire. L'animation, je connaissais bien. Le pipeline de production, tout ça, c'était hyper limpide pour moi, quoi. Par contre, la prod audiovisuelle, j'ai vraiment découvert et c'est vraiment hyper différent comme métier. Ça demande les mêmes compétences, les mêmes types de compétences, mais par contre, c'est pas du tout le même métier. Oui, parce que là, si on parle de produire dans des films prise de vue réelle, c'est tout ce qui est aussi logistique, quoi, j'imagine. Ouais, c'est ça. Le côté on doit se déplacer, les gens doivent venir, tous ces trucs-là, quoi. Ouais, gérer la logistique. Il y a aussi quelque chose d'assez fascinant, c'est que la prise de vue réelle, c'est hyper instantané comparé à l'animation. Mais je le savais, je l'avais pas vraiment conscientisé. Et j'ai été sur un tournage où t'entends la personne dire action et t'as toute l'équipe de genre entre 20 et 50 personnes qui commencent à bosser ensemble pour faire cette scène. Et ça, c'était assez impressionnant parce que nous, c'est étape par étape, c'est sur des temps super longs. Enfin, là, c'était la spontanéité de la prise de vue réelle, elle est assez fascinante quand tu viens de l'animation. Il y a quelque chose de hyper magique, quoi. Et dans l'autre sens, ça doit leur faire bizarre aussi de se dire, ah ouais, il faut juste prévoir 1 an avant ce que tu fais et tout. Ouais, c'est ça. Genre, je me rappelle quand on a découvert le principe de quota d'anime, qu'on était là, oui, bon, bah, en gros, pour une série, c'est 7 secondes jour et pour un long métrage, c'est 1 seconde jour, une seconde jour, c'est-à-dire qu'ils animent 1 seconde par jour par personne.
Ouais. et qu'on a 1h30 de film à faire, ok. Surtout que c'est l'animation, quoi. C'est pas. D'ailleurs, j'ai jamais trop su ça. Le côté quota, c'est vraiment juste. Quand on dit une seconde d'animation, c'est l'animation. Ça fait pas une seconde finale colorisée, etc. Non. C'est pas comme ça que c'est compté, quoi. Ouais, c'est vraiment par département. Les quotas, ça va être compté vraiment par département, ce qui va servir à la prod d'un peu prévoir le budget qu'il faudra, le temps que ça va prendre, etc. Et après, c'est par personne. Donc, l'unité qu'on utilise, c'est les jours hommes ou les men days. Et donc, ils sont divisés après par... si tu as une personne, ben, ça va être... Si tu as 15 jours hommes à une personne, ça va prendre 15 jours. Si tu as 15 jours hommes à 3 personnes, ça va prendre 5 jours. Ah oui, Du donc coup, c'est un global, quoi. Ouais. c'est ça, c'est un espèce de global. C'est pas infiniment compressible. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a une limite au nombre de personnes que tu peux avoir sur un projet, juste d'un point de vue humain, parce que c'est dur à manager, mais aussi d'un point de vue artistique, parce que c'est une seconde jour, mais en fait, tu vas assigner un plan par personne. Tu peux pas mettre genre plusieurs personnes sur un plan, ça c'est un peu le bordel. Donc tu peux pas augmenter les équipes de manière exponentielle en te disant bon bah on va sortir le film super rapidement. Ouais. C'est pas parce que t'as 2 fois plus de gens que ça va 2 fois plus vite, quoi. Pas toujours, en effet. Okay. Il y a un peu un équilibre aussi à trouver entre ça. Et ouais, c'est des temps longs, l'animation. Et c'est des budgets qui sont un peu difficiles à gérer. Après, je pense que l'audiovisuel, de manière générale, c'est des budgets qui sont un peu chaotiques parce que la prise de vue réelle a des aléas que nous, on n'a pas du tout en animation. Par exemple, il pleut. Ouais. Donc, on doit reporter tout le tournage parce que nous, on a besoin qu'il fasse beau et ça va pas du tout. Donc ça, j'avoue, j'étais contente que nous, c'était beaucoup plus contrôlé que ça. Ouais. En tout cas, c'est un métier de base. Genre, tu viens, tu fais tes heures, 10h, 18h, tu repars. C'est vrai que ça reste un métier de bureau, quoi, à côté. C'est ça, c'est un métier de bureau, ouais. Et c'est assez... les aléas sont assez contrôlables, entre guillemets. Comparé à la prise de réelle. Et par rapport à ta formation, là, tu disais que c'était en alternance. Donc, comment ça a marché? Ça t'était où Moi, j'étais dans une boîte qui s'appelle Cotonood Media. Okay. J'avais passé un entretien avec l'une des productrices, Zoé Carrera, qui est quelqu'un de hyper généreux et qui adore transmettre, elle, sa passion à la fois de l'animation et de la production. Du coup, elle prenait quasiment tous les ans un alternant des Gobelins parce que ça la passionne, quoi. Elle adore ça. Et elle avait bien aimé mon profil, le fait que je vienne d'un background artistique et que du coup je comprenne un peu de l'intérieur ce que ça voulait dire de faire de l'animation, mais que elle voyait que j'avais vraiment beaucoup d'intérêt pour la prod et tout. Donc en fait l'entretien s'était super bien passé et elle m'avait dit que elle en tout cas elle était intéressée pour me prendre en entretien. Moi j'avais trop vibé avec elle. Les production en elle-même de la boîte, c'est quelque chose qui m'intéressait un peu moins, mais en fait, l'humain avait tellement bien connecté que j'ai choisi de partir avec eux, quoi. Ouais. Et en gros, l'année était divisée en 3. Je crois que c'est plus trop pareil maintenant, parce que les responsables de programme ont changé. Okay. En tout cas, nous, le premier semestre, c'était à l'université Gustave Eiffel, du coup, on regardait plus la partie prise de vue réelle. Et on avait, je crois, c'était 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise ou un truc comme ça. Okay. Donc les semaines étaient divisées au sein même de la semaine. C'était pas des périodes, des blocs de tâches. C'est vrai que ça dépend. On était régulièrement en entreprise pour pouvoir suivre ce qui se passait sur les productions sur lesquelles on était. Moi, en l'occurrence, c'était leur premier long métrage, Le Tour du Monde en 80 jours en 3D. Du coup, j'ai aussi un peu découvert la 3D à cette époque-là. Je connaissais, bien sûr, mais je l'ai pas étudié, la 3D. Moi, je viens d'une formation 2D, donc il y avait des choses que je savais pas, ou en tout cas que j'ai découvert pendant mon alternance. Et la deuxième partie de l'année, c'était au Gobelin. Et là, on parlait plus animation. Mais à ce moment-là, la plupart des gens étaient dans des stages en entreprise d'anime. Ouais. Et du coup, ils commençaient déjà à comprendre pas mal de choses et on a pu aller assez vite au moment où on est passé sur l'animation. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est une année divisée en 3. Du coup, assez rapidement, ça devient un peu intense quand tu découvres des nouvelles notions. Quand tu révises un peu des notions que tu connais déjà, c'est cool parce que ça solidifie des choses. Par contre, quand tu découvres, c'est un peu speed, quoi. Ouais.
Et ça fait aussi que les autres gens, forcément, dans la classe avaient d'autres stages, enfin d'autres alternances ailleurs. Donc ça fait qu'il y avait aussi tout un truc de chez eux, ça marche comme ça. Moi, je suis sur un autre truc, ça marche comme ça. J'imagine qu'il y a des échanges aussi là-dessus. Ouais, c'était assez fou parce que on était 25 dans la classe et on avait tous des parcours assez différents. Ouais. Donc il y avait une richesse aussi dans les profils. Il y avait des gens qui avaient déjà bossé dans des prods d'anime et c'est pour ça qu'ils venaient faire les Gobelins parce ils avaient kiffé et ils voulaient solidifier un peu ce qu'ils avaient vu en entreprise. Et du coup, souvent leur alternance se passait dans l'entreprise dans laquelle ils avaient déjà bossé. Ouais. Il y avait des gens qui sortaient de BTS. Je crois que j'étais la seule qui sortait d'école d'anime, mais c'est de plus en plus commun, de ce que j'ai compris. Il y avait des gens qui avaient fait l'université en option cinéma, quoi. Il y avait des gens qui avaient des BTS. Donc vraiment, il y avait énormément de richesse dans les profils. Et ça, c'était aussi hyper cool à vivre humainement et professionnellement, de voir un peu les expériences de chacun, les caractères aussi de chacun. On avait tous des caractères assez différents. Du coup, ça, c'était cool aussi. Et ça veut dire que là, tu as une première expérience en studio, mais vu que tu n'es pas à temps complet, comment ça marche en fait d'avoir quelqu'un qui t'accompagne 2 jours ou 3 jours par semaine? Ouais, c'est un peu difficile. C'est pas évident, je pense, à balancer. Ouais, c'est surtout en prod, parce que souvent, c'est des suivis d'informations. Et du coup, tu peux pas te permettre de donner des choses trop importantes à l'alternant parce que s'il est pas là et à un moment et qu'on a besoin d'une information, ou en tout cas c'est lui qui a suivi le projet, le sujet, du coup la prod est bloquée. Enfin, en tout cas, on doit attendre que l'alternant revienne. Donc c'est vrai que en termes d'alternance, c'était souvent un peu limité. Alors il y avait 2 cas de figure. Soit les boîtes disaient non mais c'est mort, on peut pas donner des trucs importants à l'alternant, il est là pour apprendre, on lui donne des petits trucs quoi, genre ça permet de décharger la prod. Quand on est là, on peut envoyer des mails, on peut suivre un peu des informations qui peuvent être facilement déléguées à quelqu'un d'autre, ce genre de choses. Mais pas de sujet entier délégué à l'alternant. Et puis, il y avait des prods où ils étaient un peu plus en galère en termes de ressources et ils n'avaient pas beaucoup de monde. Et là, moi, je voyais les camarades de classe en cours en train de répondre à des messages sur Slack et tout. Et à essayer est-ce que tu fais une coupure ou pas, quoi? Ouais, c'est ça. Donc eux, c'était un peu plus intense pour eux, l'alternance. Après, souvent, c'était des gens aussi qui connaissaient bien les sujets sur lesquels on bossait et qui pouvaient un peu traîner une oreille, mais c'était pas trop grave s'ils étaient aussi un peu ailleurs. Enfin, bon. Et puis après, il y a des gens, ils ont juste galéré pour leur année aussi. Ouais. Donc ça dépend aussi de l'entreprise sur laquelle on tombe, de comment on arrive à négocier les conditions et tout. Si la personne en face, elle est à l'écoute de savoir qu'en fait, c'est compliqué de travailler en même temps que d'être en cours. Enfin, bon, ça va dépendre un peu de... Là, il n'y a pas d'universel, quoi. Donc ça veut dire que là, il n'y a pas le côté tu dois faire juste un stage durant l'année. Là, c'est vraiment le but de l'année d'être en entreprise. Donc est-ce que derrière, ça t'a aidé, ce contact-là dans le studio, à avoir les prochains postes que tu as eus ou pas? Moi, en fait, j'ai enchaîné dans la même boîte et on était pas mal à enchaîner dans la même boîte. J'imagine que c'est assez logique, quoi, parce qu'un alternance, c'est tellement imposant, on va dire, comme truc, que tu as envie de garder la personne après, quoi. C'est ça. Et en plus, en animation, ils galèrent à recruter en prod. Comme il n'y a pas de formation et que la prod, elle n'est pas du tout abordée en cours. C'est fou, ça. En fait, ils ont pas vraiment, à part la formation des Gobelins, ils n'ont pas vraiment de candidats pour de la prod. Là où en prise de vue réelle, la prod, ça fait vraiment partie des cours de base que tu peux avoir quand tu étudies le cinéma. Souvent, dans le tronc commun, il y a une partie prod. Et du coup, les gens qui font ce genre d'études, en général, ils savent mieux que les gens d'animation ce que c'est que la prod, en quoi ça consiste, etc. Et il y a beaucoup plus de formations. Le BTS dont je parlais tout à l'heure, il est assez commun, en fait. Donc, en prise de vue réelle, c'est plus compliqué de trouver du boulot. Par contre, en entreprise d'animation, ils aiment bien garder les alternants prod parce qu'en fait, c'est un métier. C'est un métier qui est un peu ingrat aussi
vends pas trop du rêve, et quand t'as 18 ans, tu te dis pas trop je vais faire de la production, je vais faire des tableaux Excel quand je serai grand. C'est pas forcément le premier réflexe Et surtout que la prod, des c'est un peu ados flou qui... parce qu'il y a Ouais. plusieurs choses, quoi. Enfin, je sais que quand j'entendais production à une époque, c'était vraiment, c'est la personne qui va chercher l'argent et voir, quand t'es encore plus jeune, la personne qui a l'argent. T'as l'impression que le producteur ou la productrice pose son truc de OK, on a le budget, alors que c'est aller chercher à droite à gauche et tout. Et alors que là, on parle de production exécutive, peut-être, c'est plus ça le mot? Ouais, exécutif ou de gestion de la production. C'est ça, c'est le Donc, c'est les quotidien, différentes quoi. tâches au quotidien, voilà. Ouais, c'est ça. Oui, la prod. Alors nous, en licence de prod, on parle aussi de la production en tant que qu'est-ce que c'est d'être un producteur, c'est quoi les enjeux de notre animation et tout, de notre industrie, pardon. Moi, c'était assez choquant pour moi de découvrir ces enjeux. J'étais là, mais ça, il faudrait que tout le monde le sache, en fait. Enfin, après, j'étais super biaisée parce que bien sûr, moi, ça m'intéressait de fou. Ouais, mais ne serait-ce qu'avoir des petits cours, quoi, un petit truc, un petit module. Ouais, c'est ça, des notions de qui c'est qui finance l'animation, c'est quoi les acteurs dans l'animation. Parce que moi, au début, quand j'étais entourée en plus de gens qui avaient pas mal déjà fait de la prod, il y avait des notions qui ont été introduites de manière très rapide. Moi, j'avais pas. Notamment la différence entre un distributeur et un diffuseur. Ouais. Et j'étais perdue, quoi. Genre, j'étais là. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est quoi la différence? Enfin, je comprends pas. Et eux, ils parlaient de distributeurs et de diffuseurs. Et au début, moi, je croyais que c'était la même chose. Et en fait, j'ai découvert après que c'était pas du tout la même chose. Que les manières de financer quand t'es distributeur et diffuseur, c'est pas les mêmes. Enfin, les rapports aussi avec les producteurs sont différents. Et donc, des trucs comme ça où je me dis, mais en fait, ça, c'est bon à savoir quand t'es technicien. Parce qu'en fait, ça t'influence directement, ça influence ta compréhension de pourquoi, par exemple, actuellement, le milieu est en crise, pourquoi, des fois, on te demande des retakes, on te dit c'est le diffuseur qui a demandé, qu'est-ce que ça veut dire, enfin, ce genre de choses. Est-ce que tu peux peut-être faire une petite définition, histoire que justement, on puisse bien expliquer la différence? Ouais. Donc, le producteur, comme tu disais, c'est la personne qui va aller chercher les financements. En France, en tout cas, ça fonctionne comme ça. Là où aux États-Unis, en général, ils ont la thune. Ouais, ils ont une boîte exprès avec plein de trésoreries, on va dire, qui tournent. Exactement. Nous, en France, on a développé un système un peu spécial avec le CNC et les aides publiques, où en fait, on part du principe, et ça c'est très français, que le cinéma, c'est de l'art. Et donc, pour son statut d'art, ce n'est pas un objet commercial. Et du coup, ça ne doit pas être défini par Sa lucrativité, quoi. Client, en fait, le consommateur. On ne considère pas que les gens qui regardent des films sont des consommateurs. Donc, on veut que l'art qui sort, ce soit l'art qui est important. Pas forcément l'art que les gens ont envie de voir. C'est pour ça qu'on a beaucoup de films d'auteur en France et qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup plus de culture, ce genre de choses, parce que eux, le film, c'est vraiment quelque chose de commercial, c'est là pour de l'argent pour vendre. Donc, c'est pas trop là-dedans qu'on est. Et donc, le producteur, en général, il n'a pas de thunes, ou très peu, et il va aller demander de l'argent à d'autres gens. Donc, parmi ces gens-là, on a notamment tout ce qui va être aide publique, donc les aides régionales, le CNT, ce genre de choses, qui vont donner des financements. Et c'est pour ça souvent que, pareil, les techniciens, des fois, ils sont étonnés de voir qu'une production va être éclatée dans plein de régions différentes, c'est hyper galère, faut envoyer des fichiers, machin, voir plusieurs pays et tout, trop chiant. En fait, ça c'est parce que on va chercher les financements de ces régions-là. Ouais. Il y a des financements européens aussi, il y a des financements nationaux autres que les financements français. Par exemple, en Belgique, ils ont le tax shelter, enfin voilà. Et donc, on va essayer de combiner un peu tout ça pour pouvoir réunir les financements pour faire le film. Donc ça, c'est plutôt la partie production. Et la partie publique. Ensuite, il y a la partie privée. Dans les financements que le producteur il peut aller chercher, il y a les financements privés. Donc, il y a les diffuseurs. Les diffuseurs, ça va être les chaînes, en fait. Ça va être ceux qui ont vraiment directement un accès à une audience. France Télé, Canal+, etc. Ça, on les voit souvent au début des génériques, quoi. Exact. Donc, eux, ils ont deux manières de financer. Soit ils font un préachat, donc avant même que le film ou la série sorte, ils disent « Moi, je pense que cette série, ça va trop bien marcher je la veux sur ma chaîne. Voilà, je te donne tant d'argent pour la faire. Et je vais négocier des droits je vais pouvoir le diffuser de 2023 à 2026, 4 fois en tout.
en VOD, en direct, blablabla. Et là, il y a la négociation du terme et du prix du préachat. Ou en post, une fois que c'est déjà fait, il va mettre de l'argent pour acheter le programme. Et en Donc, je sais qu'il y a pas général, mal aussi de choses où, par exemple, à Annecy, des gens viennent présenter des trucs en disant on est en la recherche de diffuseurs, dans le sens où on sait déjà le fabriquer et tout, il n'y a pas de problème, mais c'est où est-ce ça. qu'on va le montrer, quoi. Oui, et surtout, on a besoin d'argent. En général, on cherche des diffuseurs parce qu'on a besoin d'argent Ouais. qui fassent un préachat. Le post-achat, il n'est pas très intéressant pour les producteurs parce qu'en fait, il est intéressant parce qu'il permet de se rembourser quand même un peu. Mais parce qu'il y a des remboursements à faire avant de pouvoir toucher des bénéfices sur les séries d'anime. Ça aussi, c'est un truc qu'on ne sait pas trop sur le financement des films d'animation. Mais en tout cas, le post-achat, il est beaucoup moins intéressant. Et donc, en général, ça va être moins intéressant aussi pour les chaînes parce que les producteurs vont négocier des prix peut-être un peu plus élevés pour une période de diffusion moins intéressante parce qu'en fait, toutes les chaînes qui ont déjà fait des préachats ont l'exclusivité pour les premières années de diffusion, etc. Donc ça va être un peu les deux manières de financer des diffuseurs qui vont vraiment genre les mettre sur leur plateforme. Ensuite, les distributeurs, ça va être plus des vendeurs internationaux. Ils ont accès à des chaînes dans des pays auxquels les producteurs n'ont pas accès, donc la Turquie, l'Azerbaïdjan, enfin ce genre de pays où en fait les chaînes elles n'ont pas forcément toujours la possibilité de se déplacer dans les marchés et tout. Eux, ils ont un peu ce carnet d'adresses là. Et eux, ils vont mettre ce qu'on appelle un minimum garanti. Ça, c'est une somme qu'ils vont donner aux producteurs pour faire la série. Et tant qu'eux-mêmes ne se sont pas remboursés sur cette somme, le producteur ne touche rien. Okay. Le producteur va par exemple avoir 300 000 euros d'un distributeur. Tant que le distributeur n'a pas vendu la série pour 300 000 euros, il ne touche rien de toutes les ventes qui ont été faites par le distributeur. Donc, le fait qu'un programme est beaucoup vendu, ça ne veut pas forcément dire qu'il fait du bénéfice. Ça veut juste dire qu'il peut-être rembourse la somme qui a été investie par le distributeur à la base. Donc ça aussi, une petite nuance. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on se rend pas compte aussi des budgets, des choses comme ça. Par exemple, je sais plus exactement dans quelle vidéo, mais on a déjà parlé du côté budget de long métrage, où c'est ridicule par rapport à des longs métrages énormes d'autres pays. Et je pense qu'on peut aussi arriver là-dessus sur le fait que, en tout cas j'ai l'impression qu'en France, pour la série je sais moins, mais pour le long métrage on sait faire des choses incroyables avec pas beaucoup de sous. Et je sais pas si tu peux parler un peu de ce truc-là, donc le rapport à comment on optimise, comment dire, avec un budget moindre, on arrive à fabriquer des choses, quoi. Et ça, est-ce que tu as un petit peu le nez dedans, parce que t'as pas le budget directement de ton côté, c'est pas toi qui le gères, mais comment tu te dis avec telle somme, comment est-ce qu'on va faire en fait pour fabriquer, quoi? Et déjà, nous, on a une grosse différence. Si on compare avec les États-Unis, parce que si on compare avec le Japon c'est aussi faire des films à bas coût. Souvent encore moins cher pour des résultats encore plus impressionnants que nous, ce qu'on peut faire en France ou en Europe. Je vais d'abord commencer par la comparaison avec les États-Unis. Ouais. Les États-Unis, c'est un peu particulier parce que dans le budget du film, il y a à peu près 50% du budget, c'est un budget marketing. Et nous, on n'est pas très fort en marketing, on met pas beaucoup de budget là-dedans, on n'a pas de budget pour ça. Souvent, c'est pas le producteur qui va marketer son propre film, c'est le distributeur qui market, qui gère la stratégie marketing. Et ça peut être un peu à double tranchant dans le sens où les distributeurs, c'est des gens qui, en général, ont fait des écoles de commerce, qui sont plus des gens du business et qui ont un rapport à l'animation qui va être, l'animation, c'est pour les enfants, par exemple. Et donc, ça va être difficile pour un producteur de vendre un programme adulte. Et ça va être plus difficile pour un distributeur de marketer correctement un programme qui sort un peu des clous de juste genre un film kids, family friendly et tout. Enfin, ça, ils ont un peu du mal à aller chercher les audiences autres que juste la famille facile d'accès pour l'animation. Donc des films comme Mars Express, J'ai perdu mon corps, ce genre de long métrage, on n'en entend pas du tout parler. Parce que souvent les distributeurs ils savent pas trop comment faire du marketing et en plus bon ça les intéresse, enfin ils savent qu'ils n'ont pas forcément investi sur ce film pour faire du chiffre dans les salles mais plutôt pour faire des festivals et avoir des prix. Donc ils vont peut-être être un peu plus laxistes sur le marketing. Là où les États-Unis ils mettent tout dans le marketing, enfin Les Mignons c'est un bon exemple. C'était partout. Enfin, et puis en plus il y a le côté jouet machin, il y a tout, quoi. C'est ça. Donc ils ont vraiment une stratégie marketing hyper agressive et c'est genre quasiment la moitié de leur budget.
si on enlève la moitié de leur budget, on est quand même loin des budgets européens. Et cette raison, c'est qu'ils font ce qu'on appelle de l'écriture itérative. Donc, en fait, un film américain, souvent, même s'il y a des scènes qui ont été compositées, elles peuvent encore être changées au storyboard. Et ça, c'est vraiment... C'est fou, ouais. C'est délirant, en fait. Pour nous, c'est incroyable parce qu'on est tellement dans l'économie de il faut tout prévoir bien. Pour moi, c'était ça l'animation. C'était on fait un animatique parfait. Et ensuite, on avance. Et en fait, je me suis rendu compte avec des discussions et tout que non, en fait, sur des studios énormes aux États-Unis, on réécrit. Et c'est pas forcément pas encore animé, quoi. C'est exactement ça. Du coup, nous, c'est là-dessus qu'on gagne le plus d'argent. C'est qu'en fait, une fois que le storyboard est locké, il est locké, quoi. À part grosse exception de en fait, cette scène, elle marche pas du tout une fois qu'on l'a construit, enfin, une fois qu'on l'a vraiment fabriqué, au storyboard, ça fonctionnait, mais là, on se rend compte que ça fonctionne pas du tout, c'est une galère monstre à faire et tout. On peut genre tricher un peu et se dire, bon, bah, finalement, cette scène, on va la faire différemment. Mais c'est l'exception. La règle, c'est plutôt, une fois que le storyboard il est validé, c'est le film en fait. Et on va faire des petits ajustements au montage, avoir des plans qui vont peut-être être intervertis ou qui vont être un peu plus courts, un peu plus longs, parce qu'à l'animation, on s'est rendu compte que ils étaient un peu trop courts pour que le personnage puisse vraiment sortir du champ ou des trucs comme ça. Mais c'est l'étendue des changements qu'on t'autorise, quoi. Ce qui n'est pas du tout le cas des Américains, qui sont beaucoup plus libéraux avec les changements. Ils font souvent des projections tests sur une audience pour voir comment elle réagit, et ils sont prêts à tout changer le film si l'audience a mal réagi. Enfin, voilà, c'est une manière de faire des films qui est vraiment différente de nous, ce qu'on fait en France et en Europe. Et donc c'est un truc aussi de façon de fabriquer, parce que forcément, je sais pas exactement comment dire, parce qu'il y a la différence entre la tradi et la puppet, notamment en série, ça va être beaucoup sur la puppet et tout ça. Donc ça fait qu'il y a aussi ce choix qui rentre au début. Je sais pas, quand tu arrives sur un projet, à quel point tout est défini, à quel point tu vois aussi les discussions de sur quoi on va partir, ou est-ce que c'est juste le studio est fait de telle technique, et donc on sait qu'on est spécialisé dans telle technique, et ensuite on y va, quoi. Alors oui, et on a un autre travers en France, c'est que comme on dépend beaucoup des aides, souvent on doit réinventer la roue à chaque projet. Pour dire on a un peu innové, quoi. Ouais, pour défendre l'intérêt artistique. Et là, je vais parler de pourquoi le Japon arrive à faire des films beaucoup moins chers que nous. Où non seulement leurs conditions de travail sont beaucoup moins bonnes, mais aussi parce que eux, ils se cassent pas la tête à réinventer la roue artistique. Ils ont un style qui fonctionne depuis des années et qui marginalement évolue un peu d'une production à l'autre, mais qui quand même a des codes de base qui restent à peu près les mêmes, qui fait que les animateurs peuvent passer d'un projet à l'autre de manière hyper fluide, et ils ont un style vraiment qui est solide, et ils se concentrent plus sur l'écriture, ils vont plus se concentrer sur des trucs comme l'écriture, ce genre de choses. Là où nous, en France, on va passer énormément d'énergie et d'argent à développer des nouveaux pipelines, des nouvelles techniques, des nouveaux styles et tout. Et ça va être aussi plus difficile pour les animateurs, parce que d'un projet à l'autre, en fait, c'est pas parce que tu as fait tes preuves sur un projet cartoon que tu vas forcément, même si c'est le même studio, être repris sur un projet hyper réaliste, parce qu'en fait, ils savent pas si tu peux gérer ce style-là. Et j'avais entendu des histoires d'animateurs japonais qui galéraient sur certains projets qui étaient un peu en dehors du style un peu traditionnel. Là où je pense que les techniciens français sont beaucoup plus flexibles et sont beaucoup plus volatiles dans la manière dont ils peuvent s'adapter à un peu tous les styles, quoi. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un truc où on s'en rend pas trop compte à quel point c'est relativement exceptionnel, les choses qu'on fait en France. Et donc, de ton côté, c'est quoi le premier projet sur lequel tu as travaillé après l'alternance? Et ça s'est passé comment? Moi, j'étais censée enchaîner mon alternance sur le tour du monde en 80 jours sur une série adaptée du film. Et du coup, c'était parfait parce que je connaissais un peu tous les assets, je connaissais le projet et tout. Sauf que finalement, Canal+ s'est retiré du projet et le projet a pas été greenlighté. Donc greenlighté, c'est quand on a tous les financements et qu'on se dit, on peut partir en prod, post-développement. Du coup, c'était un peu dommage. On avait encore envie de bosser ensemble avec Cottonwood. Du coup, ils m'ont proposé un poste en développement. J'ai fait pendant 1 an et demi, je crois, un truc comme ça, du développement de séries et de films d'animation avec eux. Je pense que mon poste pourrait se nommer assistant de développement. Mais c'était un peu particulier parce qu'ils ont fait une création de poste pour que je puisse rester.
Donc j'ai dû un peu trouver moi-même quelle était la valeur ajoutée que je pouvais apporter dans leur processus de développement. Ouais. J'ai fait pas mal de recrutement, de veille artistique, ce genre de choses, où j'allais voir un peu s'il y avait des artistes qui pourraient correspondre à des projets, etc. Ce genre de choses. Et j'ai été chargée sur les teasers qu'on a fait pour ces projets-là. Et ça a duré pendant un moment, mais il n'y a aucun projet qui est parti en prod. Ouais. Parce que l'idée, c'était une fois que un projet part en prod, je passe soit première assistante réal, soit chargée de prod sur un de ces projets-là. Mais au bout de 2 ans, rien ne partait en prod. C'était un peu la crise de l'anime et tout. C'était un peu galère. Et du coup, moi, ce que j'ai dit à Cottonwood, c'est moi, j'ai quand même envie de faire de la fab. Ouais. Et là, je suis un peu frustrée de faire du développement. Le développement, c'est un peu long. Tu passes un peu les plats, t'attends que ce soit validé d'un côté de l'autre. C'est hyper passionnant parce que tu assistes à la jeunesse de projet. Donc ça c'est vraiment chouette. Il y a énormément de discussions sur pourquoi on fait cette série, comment on l'a fait, etc., etc. Mais c'est hyper long. T'es tout le temps en train d'attendre les réponses des diffuseurs, des distributeurs, etc. Et moi, j'étais à un rôle où j'avais pas de valeur ajoutée artistique à part le fait de proposer des artistes, mais je participais pas aux conversations créatives. Et du coup, il y avait une légère frustration de ne pas pouvoir être dans ces discussions-là. D'autant que, comme je disais, les projets de Cottonwood, c'est pas forcément les projets qui, moi, m'intéressent personnellement. C'est très commercial, c'est très kids. Et il y avait un peu des choses sur lesquelles, moi, ça me plaisait pas trop. Je suis un peu trop woke pour certaines visions un peu traditionnelles de comment devait être un film d'animation, quoi. Ou des clichés d'écriture, des choses comme ça, j'imagine. Ouais, ce genre de choses. Le personnage féminin, si c'est une grenouille, il faudrait qu'elle soit rose et qu'elle ait des cils pour qu'on comprenne que c'est un personnage féminin, tu vois. Enfin, ce genre de truc où j'étais un peu là en mode oui, ok. Un petit flow comme ça, hop. Et donc j'aurais dit, moi, je vais aller voir ailleurs, sur des boîtes qui ont des projets. Et si vous avez un projet, rappelez-moi, tu vois, genre, on fera ça ensemble. Et donc, mon premier projet en tant que chargée de prod, vraiment un vrai projet et pas un projet de dev, c'était la quête des Willan chez Undertale Pictures. Et je suis restée sur le projet pendant 2 ans. Et ensuite, là, en ce moment, je suis chez les astronautes. Et du coup, comme la quête des Willan, c'était plus un projet en production. En tout cas, c'était produit par la boîte. C'était fabriquer un projet qui était produit par nous. C'est une dynamique assez différente de quand tu es un studio prestataire et tu fabriques pour un client. Donc là, en ce moment, aux Astros, je fais plus de cette partie-là de presta. Et donc, c'est un peu une autre dynamique aussi que je découvre avec les astronautes. Est-ce qu'il y en a une façon qui te parle le plus? Parce que c'est vrai que quand tu es prestataire, j'imagine que ça veut dire que toute la pré-prod est faite ailleurs, j'imagine, c'est ça? Et ensuite, toi, tu dois juste gérer la fabrication. Donc, tu as moins le côté créatif à la base. Ouais, on va faire la fabrication d'un département de plusieurs en fonction de la demande. Ouais. Moi, je pense que c'est un métier, la production, qui est beaucoup basé sur l'humain. Donc, moins les projets en soi, c'est toujours plus kiffant quand tu fais un projet qui te plaît. Ce qui est réellement kiffant, c'est de bosser avec des équipes avec qui tu t'entends bien, d'avoir des bonnes relations et tout, parce qu'en fait, c'est beaucoup de l'humain. Et du coup, je pense pas que c'est tellement le fait que ce soit est-ce qu'on est prestataire ou est-ce qu'on est producteur. C'est plus le fait d'avoir du soutien, d'avoir une équipe qui est chouette, où on s'entend bien, où c'est pas une ambiance de merde, ce genre de truc, où t'as pas genre des quotas à faire respecter qui sont juste délirants. Enfin, là, le métier devient beaucoup plus ingrat quand tu travailles avec des équipes où c'est difficile. Quand t'es bien dans l'entreprise avec les gens avec qui tu bosses, franchement, ça. Encore une fois, moi, c'est pour ça que Cottonwood, j'ai kiffé quand même, parce que même si les projets en eux-mêmes ne m'intéressaient pas, je m'entendais super bien avec l'équipe, quoi. Ouais. Et du coup, ça, c'était chouette. Et il peut y avoir les deux, en fait. Tu peux travailler sur un projet incroyable, mais c'est horrible de travailler dessus, ou alors sur un projet un peu bof où tu te dis oui, bon, je regarderai pas la série en tant que spectateur, mais c'est trop bien de travailler dessus. Et c'est complètement décorrélé, quoi. Et je pense, moi j'aime bien le rappeler parce que de temps en temps je fais des interventions dans des écoles, notamment le jury qu'on a fait, où à l'ESSAD j'ai fait une intervention basée sur la prod pour leur expliquer un peu le métier et tout. Et j'aime bien leur rappeler ça. C'est que à la fin,
parce que souvent, il y a un peu... et ça, c'est particulier au métier passion et au métier comme le métier de l'animation. Il y a un peu une corrélation, enfin, une espèce de fusion entre ma prestation en tant qu'audience et en tant que fan de l'anime et mon statut de travailleur, en fait, juste de salarié d'entreprise. Et dans mon expérience, il y a certaines personnes qui sont tellement passionnées d'animation, qui vont un peu ne considérer des emplois que sur un axe et pas sur l'autre. Sauf qu'à la fin de la journée, on est quand même des employés dans une entreprise. En plus, on est en CDD. Enfin, c'est un peu particulier comme situation. Il faut vraiment pas mettre de côté la partie juste conditions de travail, salariés et tout. Les projets sur lesquels on peut bosser peuvent être hyper passionnants, mais des fois, on peut se dire, bah, je serais content de les voir, mais je ne peux pas bosser dessus. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le retenir. Pareil sur les heures sup que les gens y font. Les gens font beaucoup d'heures sup en anime, mais elles sont pas toujours justifiées en fait. Enfin, il y a une différence entre l'heure sup que la prod demande de faire et du coup qui sera a priori rémunéré parce qu'on a un rush ou je sais pas, il faut qu'on fasse une livraison avant tel jour. Et les heures sup qui sont faites juste parce que la personne elle est à fond dans son plan et qu'elle a pas vu l'heure passer et tout. Ah ouais, j'avais pas pensé ça. Faut faire attention à ça quoi, parce que ça elles sont pas rémunérées et elles sont ça dépend comment on calcule les quotas, mais elles sont pas toujours valorisées non plus, donc faut faire un peu gaffe à ce genre de trucs. On reste des employés, et même si on est passionné par notre métier, c'est cool, on peut mettre cette énergie dans des projets plus perso. Mais ou le lendemain. Après, c'est comme ça qu'on a des abus de ouf. Ouais. Parce que tu remarques que les gens font ça et que c'est pas grave. Enfin, si tu as l'impression que pour eux c'est pas grave, bah tu vas peut-être te dire la personne qui gère au-dessus se dit ah bah on a réussi à faire un truc en X temps alors qu'on avait prévu moins ou je sais pas quoi. Donc on peut faire plus la prochaine fois alors que non quoi. Exactement. En fait, toutes les personnes qui compensent ce genre de choses en faisant des heures sup vont fausser un peu entre guillemets les résultats. Moi, c'est pour ça que personnellement, après il y a deux écoles un peu en prod. Ouais. J'aime pas la notion de quota. Le nombre de secondes par jour pour établir un budget, c'est indispensable de l'avoir. Par contre, au niveau des suivis des équipes, moi, j'aime pas du tout la notion de quota parce que on te dit tu fais 2 secondes par jour. Ok, mais ça se trouve c'est un plan super simple qui dure super longtemps et où le personnage, il y a qu'un lip sync à faire. Donc là, à ce moment-là, t'as fait 7 secondes par jour. Ok, mais du coup, enfin, pour moi, il y a un côté hyper ça change déséquilibré. Trop, ouais, quitte à demande à un animateur de faire 7 secondes jour, mais qu'il a un plan avec 4 personnages à animer qui bougent tous, qui font du lip sync, qui tournent, qui changent d'axe et qui tournent les uns autour des autres, bah ouais, non, il va pas faire 7 secondes jour sur ce plan, c'est sûr. Donc moi, j'aime bien estimer shot par shot, en fonction de la difficulté du shot, bon, à peu près combien de temps on met. Par contre, ça demande aux artistes de, eux, faire ce qu'on appelle le timesheet, donc genre de déclarer à la journée combien d'heures ils ont fait sur tel shot pour que nous on sache à peu près est-ce qu'ils étaient proches ou plus éloignés de l'estimation. Ça c'est un peu plus, ça reflète plus la difficulté des plans. Par contre, le désavantage entre guillemets, parce que ça dépend comment tu regardes ça, c'est que s'ils font des heures sup, on va le voir aussi. C'est-à-dire si on te suit au quota, tu peux faire des heures sup pour compenser le fait que ton quota il est un peu plus blanc que les autres et du coup a quand même fait 1 seconde par jour, mais t'as travaillé 2 heures de plus. Ce que moi, je trouve pas très cool, mais bon, soit. Par contre, si tu déclares le nombre d'heures que tu fais sur un shot, si tu fais des heures de plus, moi, je verrais qu'il y a eu 2 heures de plus sur ce shot-là. Donc, au final, on a quand même passé qu'une journée, mais je sais que t'es plus lent que ce qu'on aurait espéré, quoi. Les deux se valent, ça dépend de l'approche, quoi. Mais ouais. Comme il y a un principe de quota, du coup, moi je trouve que ça généralise un peu plus les heures sup. Parce que tu dois faire ta seconde en fait par jour. Ou tu dois faire tes 7 secondes par jour. Et du coup, tant que t'as pas fait tes 7 secondes, tu vas avoir la pression, tu vas te dire il faut que je fasse 2 heures sup de plus pour pouvoir rentrer dans ce quota-là. Et ça, je trouve ça un peu pernicieux comme système parce qu'après, les prods, elles se disent 7 secondes par jour, c'était un bon quota pour cette série. Ouais, mais non, si l'équipe, elle fait 2 heures sup, si toute l'équipe fait 2 heures sup par jour. Oui, en fait, le budget, il aurait explosé, quoi. Il y a un souci quelque part, quoi. Et donc, ça permet pas forcément d'identifier les difficultés des projets de manière, genre, fidèle, quoi. Et est-ce que enfin, c'est pour ça que je sais pas si c'est ta partie ou pas, est-ce que tu décides aussi qui fait quel plan?
ça dépend des leads. Donc, la chargée de prod ou le chargé de prod va avoir une relation plutôt privilégiée avec les leads plutôt qu'avec les équipes. Et en fonction du profil du lead, ça peut être le chargé de prod qui fait les assignations ou le lead qui fait les assignations. Les leads qui aiment bien jouer sur les forces de chacun et qui vont être dans l'analyse des profils et tout, vont aimer faire leurs assignations eux-mêmes parce que eux, ils font les retakes, ils font tout ça, donc ils connaissent très bien comment les équipes réagissent. Chose que moi, au bout d'un moment, je peux connaître, que je connais de manière beaucoup moins intime qu'un lead, et j'ai pas les compétences d'un lead. Je comprends l'anime, mais pas à ce point-là quand même. Ou on peut avoir des leads qui sont beaucoup plus dans l'artistique et qui sont moins dans la partie prod, organisation d'équipe, management et tout. Et dans ce cas-là, eux, ils s'en fichent un peu de savoir qui va être sur quel plan. Et là, ils vont plus déléguer cette partie à la prod. Ok. Moi, j'aime bien avoir des leads qui sont un peu prod quand même, parce que je trouve que c'est une meilleure manière d'optimiser les forces et les faiblesses de chacun, et de bien connaître son équipe et de bien gérer à la fois l'artistique et la partie prod. Mais ça dépend des projets. Ton quotidien, on va dire, ça ressemble à quoi globalement quand tu es sur une fabrication? Tu prépares quelque chose, tu te dis cette semaine, il faut qu'il y ait ça, ce mois-ci, il faut qu'il y ait ça. Enfin, c'est très flou pour moi de comment tu organises un truc aussi titanesque, on va dire. Ouais, en général, on a des objectifs de livraison qui permettent un peu de structurer un planning, mais il n'y a pas vraiment de journée type dans le métier de chargé de prod. Et moi, c'est ce que j'aime dans ce métier-là, qui me faisait un peu peur dans le métier de technicien, de faire la même chose tout le temps. Quand tu es chargé de prod, tu as des journées qui sont en fonction des besoins. Tu vas faire ce qui a besoin d'être fait. Et donc, des tâches qui sont régulières. Par exemple, ce qu'on disait sur le planning et tout. Mais après, dès qu'il y a un souci de licence, je sais pas, il y a quelqu'un qui est absent, il faut réassigner des trucs, il faut gérer des crises et tout, enfin, tout ce genre de trucs, ça va venir de manière ponctuelle. T'as pas vraiment moyen de les prévoir. Tu gères beaucoup de relationnel aussi entre les différents départements quand on a plusieurs, mais aussi avec les partenaires, donc tes prestats avec les clients. Si t'es producteur, ça va être, par exemple, moi sur Ewilan, on avait beaucoup d'échanges de mails avec l'éditeur des bouquins, avec le studio de post-production de son qui faisait l'enregistrement des voix. Il faut leur envoyer les documents, il faut leur dire quand est-ce que les réals ils peuvent monter à Paris pour superviser l'enregistrement et tout. Ça va être du coup il faut des billets de train, réserver un hôtel, ce genre de trucs. Mais ça je vais le faire une fois parce qu'il y a un moment il y a un besoin et je vais le faire après. Ça va être gérer les contrats des gens qui arrivent et qui repartent. Donc si on a un recrutement d'une nouvelle équipe qui arrive, on va gérer des contrats. Mais si pendant 3 mois on a la même équipe et on avance, il n'y aura pas de gestion de contrat à faire. Donc ça va être vraiment, ça va vraiment dépendre des besoins de la prod. Ça dépend aussi des boîtes, parce que dans des boîtes, ils ont un service RH des fois qui gère le recrutement. Souvent les grosses boîtes, ils ont un service RH qui est totalement dédié au recrutement. Dans les plus petites boîtes, donc la plupart des boîtes d'animation, c'est la prod qui gère les recrutements aussi. Ça c'est énormément de taf. Pour le coup, quand on a des recrutements, en général, ça nous prend, je pense, entre 60 et 80% de notre temps de juste gérer et trier les recrutements. C'est un travail assez titanesque parce qu'on reçoit énormément de candidatures de manière régulière. Et ensuite, moi maintenant, j'ose plus trop faire des posts LinkedIn quand on recrute parce que c'est l'avalanche, quoi. Et on a de tout, des gens qui postulent pour des postes pour lesquels ils sont pas du tout qualifiés. Et du coup, tu perds ton temps à genre checker toutes les candidatures et tout. Nous, on avait fait une fois une recrutement pour un directeur artistique. J'avais énormément de juniors qui postulaient. Et je suis là, mais non, du coup, vous avez pas les compétences. Enfin, vous êtes très doué artistiquement, mais en fait, la direction artistique, ça demande de l'expérience de prod, ça demande de savoir anticiper ce qui va être difficile à fabriquer et tout en conditions de prod. Ça demande de connaître ce que ça veut dire, ce que ça implique des quotas. Enfin, en fait, ça demande des compétences que tu peux avoir que quand tu as un peu d'expérience et que tu as fait plusieurs prods dans différents styles et tout. Enfin, ça demande des choses qui sont juste pas possibles de faire quand tu sors d'école. En fait, c'est juste pas possible, peu importe à quel point la personne peut être talentueuse. Ça, c'est pas du tout remis en question. Par contre, ça demande juste des compétences qui s'acquièrent que par l'expérience. Et du coup, hyper frustrant, quoi, quand tu galères à recruter et que tu reçois 10 candidatures et sur les 10, t'en as 7, c'est des juniors. Du coup, il te reste 3 candidatures qui sont réellement valables pour le poste. Et en fonction des exigences et tout, sur les 3, t'en as sûrement peut-être une ou deux qui correspondent pas. Et du coup,
te retrouves T'as un avec choix, en vrai, quoi. t'as eu une candidature Ouais. qui était vraiment qui correspondait au poste Est-ce que et tu ça dois t'a aussi pris la chercher? journée de regarder toutes les Ouais, c'est ça. bon, peut-être pas la journée, ouais. Est-ce que tu dois aussi chercher en te disant, on cherche justement quelqu'un à la direction artistique, est-ce que tu passes aussi une partie où tu te dis, je sais pas, je vais chercher 2 heures des gens sur Internet qui a fait quoi et qui pourrait peut-être, qui on pourrait contacter, ou est-ce que tu contactes pas les gens directement? Ça m'est beaucoup arrivé quand j'étais assistante de développement, parce que je faisais de la veille artistique. Du coup, j'avais le temps aussi de faire Mm. ça. Quand tu dois gérer une prod en parallèle, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Tu peux déléguer, si tu as une assistante de prod, tu peux déléguer ce genre de truc à l'assistante. Moi, j'avais une assistante de prod sur Ewilan et des fois, je lui demandais de me faire des tableaux Mm. avec genre des noms de gens qu'elle pensait qui pouvaient correspondre et tout. Sur des moments plus calmes aussi, des fois, je faisais de la veille artistique. Donc, si on recevait des candidatures ou si je voyais des noms passer, moi, je suis beaucoup sur LinkedIn, notamment, c'est un peu mon réseau social professionnel de base. Je regarde, je vois passer des portfolios, je vois passer ce genre de choses. Et des fois, je prends les noms des gens, je les mets dans un PowerPoint. Ça, je peux mettre des images aussi, comme ça, je me rappelle de Ouais. quel type de profil c'est. Et après, au moment où on doit activer un recrutement, je ressors ça et je me dis, bon, bah, on va contacter des gens et tout. Mais c'est vrai que d'expérience maintenant, j'aurais tendance à ne pas déclencher un recrutement parce que c'est beaucoup trop chronophage. Mm. Et il y a trop de personnes qui postulent qui sont pas du tout qualifiées pour les postes. Et du coup, on perd énormément de temps. Et après, les gens, ils te relancent 50 fois parce que tu leur as pas répondu, mais tu as reçu 150 candidatures. Si tu réponds à tout le monde, ça commence à devenir galère. Enfin bref, c'est un peu difficile à gérer, même de manière humaine. Oui, parce qu'après tu te dis, je laisse des gens dans le vide et tout, et ça te perturbe aussi Ouais, personnellement. ouais, c'est hyper. Et puis, en plus, en ce moment, la charge mentale, elle est énorme aussi parce qu'il y a énormément de gens qui perdent leur statut ou qui sont en galère et tout. Et en fait, tu dois gérer ça. Toi, 150 personnes qui postulent et qui sont là. Et si vous avez des postes, contactez-moi parce que moi, j'ai plus mes heures et tout. Et genre, toi, t'es là, ah là là, genre. T'as l'impression que tu dois Stress. sauver tout le monde et tu peux Ouais, pas, c'est c'est ça, un tu truc peux plus pas, global qui genre, doit il être y a fait, 2 quoi. postes et tout. Ouais. Et en plus, ce que j'ai remarqué, et ça, c'est un peu dommage, mais bon, c'est aussi comme ça que ça fonctionne, c'est qu'au final, toutes les fois où j'ai lancé des recrutements, au final, on a recruté des gens qui étaient des gens de confiance, entre guillemets, donc des gens que les gens de l'équipe connaissaient déjà. Donc c'était beaucoup de bouche à oreille en mode « Ah, mais machin ». Donc on galère avec les recrutements, on trouve personne. Comme je disais, sur 10 candidatures, il y en a une qui correspond. Et du coup, on n'a pas vraiment de choix, ou en tout cas, on a peut-être 2 candidatures, mais on est là, bon, on n'est pas trop sûr et tout. Et en fait, comme on galère, ça commence à s'ébruiter qu'on n'arrive pas à trouver un DA ou je sais pas quoi. Et là, il y a quelqu'un qui va venir en mode « Ah ouais, moi je connais quelqu'un, j'ai bossé avec lui et tout ». Par exemple, sur la quête des Willan, il y avait beaucoup du réseau de la Réal, en fait, juste tout simplement, qui est venu sur le projet, qu'elle avait déjà bossé avec eux, parce qu'elle savait du coup qu'ils s'entendaient bien, qu'ils avaient des mêmes visions artistiques et tout. Donc en fait, au final, sur des postes, en tout cas de lead, je me suis rendu compte que de faire un recrutement, c'était pas hyper pertinent parce que c'est un poste tellement important qu'au final, on va vouloir avoir bossé avec la personne déjà, même en tant que technicien, pour avoir vu comment elle bosse et comment elle échange avec les autres et tout, avant de pouvoir lui confier ce genre de poste, quoi. Là où pour des techniciens, c'est un peu plus facile parce qu'on peut faire passer un test et donc on peut donner une chance à quelqu'un en se disant bon bah je sais pas ce que tu vaux, mais vas-y prends la scène du film et montre-moi ce que tu fais, tu vois. Ouais. Et là du coup bah le recrutement il est un peu plus serein parce que même si on la connaît pas, bon bah elle a réussi à faire la scène dans les temps, donc on peut lui donner sa chance. C'est pas grave si on la connaît pas, tu vois. C'est vrai que c'est Le une grosse recrutement partie. c'est un peu galère et même faire passer des tests. Ça demande énormément de temps, d'organisation. Après, il faut que le lead y passe dedans, qu'il ouvre les scènes, qu'il vérifie des choses et tout. Et ça aussi, des fois, les gens, ils insistent pour qu'on leur fasse passer des tests alors que les leads sur portfolio sont déjà là. Non, ça va pas le faire. Et tu dois gérer ça aussi. Dire, bah non, en fait, on n'a pas le temps de faire passer des tests à tout le monde. Et là, on pense pas que tu as le niveau vu ton portfolio, quoi. Enfin, et donc, il faut faire un choix à un moment. Mais c'est vrai que toi, tu dis juste non, mais ça, je trouve ça pas très humain. Toi, tu dois faire un peu de pédagogie en expliquant que voilà, on n'a pas trop le temps et tout. Et ça, c'est hyper chronophage. Donc, je sais pas s'il y a des gens dans l'audience qui ont déjà reçu des mails de ma part, mais un peu genre, en fonction du temps que j'ai, c'est soit genre il y a un petit pavé en mode j'explique et tout, soit c'est genre non, désolé.
3 phrases et ça part. Ouais. Donc, voilà, Faut limite sachez avoir que si vous des avez eu tooltips. cette expérience, si vous avez eu cette expérience avec d'autres prods, c'est sûrement qu'ils n'avaient pas trop le temps. Surtout qu'il y a jamais beaucoup de gens dans la prod elle-même, quoi. Enfin, c'est jamais des grosses équipes, Ouais. sauf exception. Ouais. Les exceptions, ça va être les grosses boîtes. Illumination, c'est intéressant. Ils ont 3 chargés de prod par département, plus des assistantes de prod par département. Donc ça fait des équipes impressionnantes, quoi. Nous, on n'a pas trop l'habitude en France, mais c'est parce qu'ils font ce truc de l'écriture itérative. Donc en fait, il y a besoin d'avoir une communication hyper fluide entre départements. Et en fait, c'est déjà propre de s'assurer que en fait tout est répercuté dans tous les départements, qu'un plan tu peux jamais vraiment le classer entièrement, il va revenir. C'est vraiment beaucoup de taf. Je m'en suis vraiment rendu compte sur la quête de Willan, parce qu'au début la productrice elle avait un peu cette ambition de faire de l'écriture itérative sur Willan. Et en fait, on était sous l'eau à la prod, quoi. Enfin, ça demandait tellement de taf, de coordination des équipes, de faire revenir des gens, finalement, il peut pas bosser là-dessus parce qu'il va devoir repartir sur une retake de machin, mais du coup, ça décale ce sur quoi il devait bosser, ce qui fait que la personne qui bosse après coup, il faut qu'on décale tout. Enfin, en fait, tout de suite, ça a des effets un peu dominos qui sont hyper chronophages à gérer et t'es tout en tête et en fait, quand t'es seul, tu deviens ouf, quoi. Genre, il y a trop d'informations à retenir, à te dire, ah là là, il faut que je dise à machin, que bidule. C'est juste délirant, quoi. Et sur Ewilan, on était clairement sous effectif prod pour gérer ce type d'écriture, quoi. Genre de changement, avec autant de changements sur le storyboard et tout. Donc au final, j'ai dit non. J'ai dit, on fait pas ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on arrête. Et au niveau, tu disais de valider des plans, on peut pas classer des plans et tout. Ça marche comment? C'est tu vois, parce qu'il y a aussi, comme tu disais, il y a des gens à la supervision qui valident aussi des choses et tout ça. À quel moment les choses t'arrivent? Et est-ce que tu vois les différentes étapes? Et est-ce que tu as un côté, on peut passer à la suite? Enfin... Ouais, c'est ça. Moi, je vais coordonner vraiment d'un département à l'autre. Ou dans le cadre d'une prestation, on fait un seul département, l'entrée et la sortie. Quand est-ce qu'on reçoit les shots? Est-ce qu'on a assez de taf pour faire bosser les équipes? Il y a un truc qui est hyper difficile à gérer, c'est quand on est en flux tendu. En gros, on n'a pas beaucoup de sécurité de taf en avance. Et du coup, si le département d'avant prend du retard, notre équipe va être au chômage technique. Ouais. Et donc ça demande beaucoup de taf d'anticipation. Et c'est aussi pour ça qu'à ce moment-là, j'aime bien le principe de vraiment évaluer shot par shot combien de temps ça va prendre. Peut-être qu'on a peut-être 20 shots, mais c'est peut-être que des shots faciles. Du coup, au lieu de nous prendre 15 jours, ça va nous prendre 5 jours. Et en fait, il y aura 10 jours où les gens, ils auront pas de taf. Et donc ça, c'est un peu dangereux. Évaluer shot par shot, ça prend aussi énormément de... donc c'est un peu à double tranchant. Mais moi, ça me permet de dire, bon, bah là, j'ai évalué qu'on a 30 shots qui sont censés nous prendre tant de jours. Après, j'ai c'est pas vraiment des quotas, j'ai le rendement des artistes. Enfin, je sais pas comment le décrire parce que c'est pas une notion qui est nommée. Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, ça le sera parce que c'est quand même, j'ai l'impression que c'est quand même assez utilisé avec les timesheets. En gros, genre, combien de pourcentage de l'estimation l'artiste fait? C'est-à-dire, est-ce qu'il est dans les estimations? Est-ce qu'il est 20% en dessous, il est plus rapide? Ou est-il est 20% au-dessus, il est plus lent. Et après, ça t'aide à la suite aussi en te disant, tiens, je sais pas, telle personne va plus vite, donc on lui donne des plans peut-être qui correspondent à ça. Telle personne est plus lente, on lui donne des trucs un peu plus faciles jusqu'à ce qu'elle progresse. Enfin, c'est tout un truc social, entre guillemets aussi, de dire... C'est ça. Okay. Et un peu genre ce truc de dire, bon, bah oui, je suis censée avoir 20 jours de travail, mais c'est cette personne qui est 20% plus rapide. Donc en fait, je vais plus avoir 20 jours de travail, je vais avoir moins de jours de travail. Donc, il faut que je prévoie de dire au département suivant, enfin, en tout cas, il faut que je prévoie que le département suivant puisse nous livrer un peu plus tôt que ce que j'ai estimé parce qu'en fait, la personne va plus vite. Ou alors de pouvoir négocier avec la personne, bah écoute, là, on aura plus de boulot à partir de tel jour. Est-ce que c'est OK pour toi si tu prends 2 jours off ce moment-là? Et l'idée, c'est d'essayer de pas leur dire ça au dernier moment pour qu'eux, ils puissent en profiter pour s'organiser des petites vacances ou des trucs comme ça. Et sur Ewilan, c'était un peu difficile parce que quand on était un peu en sous-effectif prod,
On se retrouvait du jour au lendemain devoir dire aux gens, en fait, on va pas pouvoir, là, vous avez fini plus tôt que prévu. Et on est tellement en flux tendu que, genre, il n'y a pas de cours demain. Donc, demain, venez pas. C'est hyper gênant parce que, genre. Ce qui veut dire aussi que t'as pas d'heure à ce moment-là, il y a plein de trucs, quoi. Exactement, t'as pas d'heure, t'es pas payé. Enfin, t'es payé par Pôle emploi si t'as tes heures, mais sinon t'es pas payé. Enfin, voilà, c'est un peu délicat. Quand les gens ont leurs heures, ils sont assez flexibles là-dessus, parce qu'ils savent qu'ils vont être payés de toute façon par Pôle emploi, et ça leur fait un jour off en plus, donc en général, les gens, ils sont plutôt contents. Mais, comme tout le monde, on préfère le savoir en avance, pouvoir s'organiser, et faire des choses, quoi. Donc ouais, moi, je considère que c'est un peu notre responsabilité de savoir anticiper ce genre de choses, de savoir à l'avance les conditions dans lesquelles les gens vont travailler et tout, ce genre de choses, de pouvoir les prévenir aussi quand ils viennent sur une prod en mode ça va être une prod difficile parce que les quotas sont assez élevés, on va vous demander d'être dans la rapidité et d'être moins dans le pinaillage artistique, quoi, genre d'essayer vraiment de sortir les plans, et si les réals font des retakes, dans ce cas-là c'est le problème des réals, mais vous, il faut que vous fabriquiez, quoi, que là on n'a pas de budget, enfin il faut que ça se finisse avant Cannes, je sais pas quoi, tu vois, genre ce genre de contraintes qu'on peut avoir à la prod. Et t'assurer aussi que moi je considère que c'est notre travail aussi de s'assurer de savoir où est la responsabilité, en fait. Est-ce que c'est la prod qui a mal évalué les quotas et en fait c'est pas du tout faisable dans la qualité qu'ils nous ont demandé? Est-ce que c'est le réal qui pinaille alors qu'on n'a pas le budget et qui demande de faire une qualité qui est beaucoup plus élevée que ce pourquoi on a le budget? Et dans ce cas-là, il faut faire un point avec le réal et limiter le réal en disant voilà, t'as le droit à tant de retake par plan, ou genre d'avoir un peu cette discussion. Il y a des productions qui fonctionnent en pourcentage, genre t'as le droit à 50% de retake, enfin ce genre de trucs. Ou est-ce que c'est les artistes, parce que là tu vas pouvoir comparer les artistes entre eux. Est-ce que t'as un artiste qui juste galère sur ce projet? C'est pas un projet pour lui. Dans ce cas-là, il faut voir avec lui, sûrement d'arrêter la mission, parce que là, il est pas dedans. Souvent, les personnes qui sont pas dedans, en plus, sont un peu en souffrance. Donc, voilà, voir arrêter la mission, quoi. Mais ça aussi, c'est un peu délicat, les moments comme ça où tu dois arrêter quelqu'un. Surtout quand la personne n'a pas ses heures, c'est un peu chaud, quoi. C'est un peu difficile. Mais si tu le fais pas, en fait, genre, tu sais que la prod, elle va pas se terminer, ou en tout cas, elle va être en dépassement. Et bon, c'est ta responsabilité de charger de prod de t'assurer qu'on rentre dans les clous. Donc, c'est la partie moins fun du métier, la partie un peu plus ingrate du métier, de devoir annoncer aux gens s'ils doivent s'arrêter. Mais c'est notre responsabilité de s'assurer qu'on le fait pour une bonne raison, que c'est vraiment l'artiste qui convient pas au projet qui convient pas à l'artiste à ce moment-là, et que c'est pas juste le réal qui a des exigences qui sont pas en accord avec les données de prod, ou la prod qui a mis des quotas qui sont juste aberrants par rapport à ce qui était demandé, quoi. Donc faire des réunions avec la direction pour dire non mais ça va pas être possible, en fait tout est sous-évalué ou quoi, ou voir avec le réal, non là c'est pas possible, tu dois faire moins de retake, tu dois baisser les exigences parce qu'on n'aura plus pas le budget de tenir ça sur toute la prod, donc tu vas avoir genre 2 épisodes super bien animés après les autres genre mal animés parce qu'on n'aura plus le temps, ou voir avec l'artiste, je pense que là le projet ça convient pas, c'est trop difficile, en tout cas c'est pas le bon projet, c'est pas le bon style, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Moi, j'ai eu plusieurs fois cette expérience où des fois, c'était des gens aussi, ils étaient en train, en parallèle, de vivre un truc qui fait qu'en temps normal, ça aurait fonctionné, et c'est aussi pour ça qu'on les avait recrutés, parce qu'on avait senti que ça marchait, quoi. Mais ils disaient que là, c'était pas possible, je sais pas, des trucs personnels, ou des fois, les intermittents, ils ont en parallèle des jobs freelance et tout. Et en fait, se rendre compte que le job freelance est beaucoup plus exigeant que ce à quoi ils s'attendaient. Ils sont stressés et en fait, ils sont pas à 100% là. La prod, parce qu'ils sont en train de réfléchir au fait qu'après, quand ils vont rentrer chez eux, ils vont devoir finir leurs zibus ou je sais pas quoi. Donc, il y a aussi des cas comme ça, en fait, où on va aller voir, on se rend compte qu'eux-mêmes, ils se sont engagés dans un truc où ils sont là, non mais je vais pas pouvoir tenir sur la prod, ou en tout cas, genre, j'ai autre chose là sur le feu en ce moment et c'est difficile. Et en fait, souvent, on arrive à discuter de ça de manière assez transparente, j'espère. J'espère que, en tout cas, ça doit pas être facile. Hein. c'est un peu difficile, ouais. Mais c'est aussi difficile, je pense, parce qu'on fait un métier passion. Et du coup, l'idée pour beaucoup de faire autre chose, c'est ok.
Et c'est un peu genre, c'est animation ou rien un peu. Ouais. Et du coup, l'idée de pouvoir avoir un échec en anime ou en total de se dire, bon, bah, je vais perdre mes 2 heures, je vais devoir faire autre chose en attendant de retrouver un emploi en anime, c'est un peu la panique et le désarroi total. Là où je pense que moi, j'ai toujours eu un peu cette idée que peut-être l'animation, ça allait pas fonctionner juste parce que j'étais pas assez bonne ou parce que, je sais pas, dès le départ, rentrer en DMA, je savais que ça allait être galère. Du coup, j'étais là, peut-être je ferais du design graphique ou tout. Enfin, j'ai toujours eu un peu ce truc où je me disais, bon, bah, au C'est pas tout, pire, ouais, je quoi, ferais ouais. autre chose et tout. Et en fait, je ressens que beaucoup des techniciens, ils sont pas du tout dans ce délire-là. Ils se disent, en fait, si je perds ce job, c'est la fin, quoi. Genre, et du coup, la tension émotionnelle de ça, elle est hyper intense quand tu dois discuter d'une fin de contrat avec eux sur ce genre de truc. Et aussi parce que je pense qu'il y a aussi un peu, je sais pas si c'est de l'ego ou juste de la passion, mais il y a un peu ce truc, genre vivre un échec quand tu fais un métier passion, il est beaucoup plus difficile à vivre que quand tu vis un échec. Enfin, l'échec, c'est dur à vivre, hein. Mais je pense que quand tu vis ta passion, c'est beaucoup plus difficile de vivre cet échec-là que si tu fais juste un métier alimentaire et qu'on te dit, ah ben non, on te garde pas, tu te dis, oh bah ok, je fais un autre métier alimentaire. Enfin, ça remet pas en cause des valeurs sur ma personne. Et je pense que les gens en animation, ils mettent énormément de valeur sur l'artistique, sur est-ce qu'ils sont bons ou pas, est-ce qu'ils sont à la hauteur ou pas. Et du coup, il y a beaucoup de self-esteem et de valeurs personnelles qui va dans leur métier. Et du coup, c'est d'autant plus délicat de gérer ce genre de... En tout cas, quand la personne, elle a cette relation, c'est plus difficile de gérer les échecs, quoi. Ce genre de choses. Et donc, ça fait que tu as aussi, comment dire, tout le côté justement discussion avec les équipes. Et ça passe comment? Parce que t'es sur place, quoi. Donc, ça fait que tu as aussi le contact direct. Est-ce que tu travailles aussi des fois avec des gens qui sont pas là? Avec des gens qui sont dans d'autres studios ou des gens qui sont même chez eux, des trucs comme ça en télétravail? Ouais, ça arrive qu'on ait des gens en télétravail ou qu'on soit en contact avec des artistes qui sont dans d'autres studios. Des fois, c'est un peu... Quand c'est des gens dans d'autres studios, c'est un peu particulier parce que en fonction de la répartition du travail de la prod, il peut y avoir des confusions sur qui c'est qui gère en fait la personne. Je sais que j'ai eu ce cas à un moment où en fait on était beaucoup en relation avec des artistes qui faisaient du board dans un autre studio, mais qui étaient gérés par un autre studio, employés par un autre studio et tout. Mais comme nous, on les briefait et en gros, c'est nous qui savions un peu le travail que ces personnes-là auraient, au final, on était aussi un peu en charge de leur planning. Mais ça a fait des confusions parce que côté prod, ils avaient une autre manière de fonctionner dans le studio et en fait, au final, la personne, elle a reçu un peu des messages contradictoires d'un côté et de l'autre sur est-ce qu'elle bossait, qu'est-ce qui était rémunéré ou pas, parce que il y a encore des studios qui fonctionnent au forfait sur le storyboard et nous, on fonctionnait au salaire. Donc, en fait, si tu finis plus tôt, bah, client, t'as moins d'argent. Si tu finis plus tard, t'auras plus d'argent. Enfin, alors que le forfait, c'est en gros, fais ton storyboard et t'auras le montant que tu as. Donc, si tu finis plus tôt, c'est tout bénéf. Par contre, si tu finis plus tard, c'est pas bénéf du tout. Et donc, il y avait un peu cette confusion parce que eux, ils étaient plus logique forfait et nous, on était plus logique salaire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas tant de retech que ça du réel sur la deuxième version et la personne, elle a fini genre 5 jours en avance, mais elle a perdu, entre guillemets, 5 jours de salaire. Ça peut être un peu délicat et en télétravail, on essaye un maximum de garder le contact par écrit, en envoyant sur les plateformes de messagerie, genre en envoyant des Slack et tout. Mais c'est vrai que c'est aussi hyper délicat à gérer, surtout quand la prod est un peu sous l'eau. Les personnes en télétravail, c'est vraiment les personnes qui sont délaissées beaucoup. Parce qu'en fait, elles sont pas toutes place et que on va faire des annonces aux équipes. Et en fait, on va oublier que il faut aussi séparément contacter la personne qui est en télétravail et qui est pas là. Et si t'es un peu débordé, c'est typiquement le genre de truc qui passe à la trappe. Et où ça peut créer après des soucis plus embêtants ou des choses comme ça. Ouais, ça peut être un peu délicat à gérer. Donc n'hésitez pas à contacter vos chargés de prod par écrit si vous n'avez pas de nouvelles ou genre je sais pas, juste pour dire bonjour. Ça nous permet de pas qu'on oublie que vous existez, mais des fois quand t'es dans un tunnel et que t'as énormément de choses à faire, il y a peut-être des informations qui vont sauter, quoi. Et quels outils tu utilises? Parce que tu parles de messagerie, de Slack, de choses comme ça. J'imagine qu'il n'y a rien de
spécial, quoi. C'est des mails, des tableurs et tout, quoi. Voilà, il n'y a pas vraiment de standard. Il y a souvent une plateforme pour chatter, genre que ce soit Discord, Slack, Mattermost, ce genre de choses. Et la plateforme qu'on utilise beaucoup, c'est des logiciels de gestion de production, gestion de fabrication, suivi de fabrication. C'est Kitsu, Shotgun, qui, il me semble, a été renommé, et je me rappelle plus du nouveau nom. Mais en gros, où tu vas pouvoir suivre où on en est dans la production. Combien de shots sur combien ont été validés, combien sont en retake, combien sont encore à faire. Dans cette même plateforme, les artistes vont pouvoir poster leur travail. Donc, au sein du même plateforme, on va pouvoir savoir où on en est et on peut regarder genre, il y a 3 shots en retake, c'est quoi les retakes? Tu vas voir les commentaires du réal, on va voir le plan pour voir aussi, parce que nous, des fois, on regarde aussi ce genre de trucs et après on va voir les réals en mode ouais, t'abuses, genre là ça se voit pas, ça passe pendant 2 secondes, enfin vas-y on passe le plan, quoi, genre ce genre de choses. Enfin, c'est aussi un peu notre rôle des fois de ramener puisque bien sûr les réals ils sont aussi dans leur propre tunnel à regarder genre les détails et tout, à regarder aussi les plans en boucle des fois, et nous c'est aussi un peu notre rôle de les retenir en mode regarde, on n'est pas sur du long métrage de fou et tout. Ouais, et regarde la big picture, quoi, genre ça va passer en 2 secondes, on va pas le voir. Prends-toi sur les trucs vraiment importants, qu'on mette vraiment les efforts et l'énergie des gens, parce que c'est aussi fatigant pour les artistes de faire plein de retakes. Donc faire des retakes importants plutôt que de pinailler sur des petits détails de genre oui là le vêtement il bouge un peu bizarrement, genre sur 3 frames, tu vois, genre ouais, peut-être qu'on s'en fout. Donc ça c'est aussi notre, je pense un peu notre rôle de vérifier un peu ce qui se passe entre les artistes, les réals, les leads et tout, et de vérifier qu'il n'y a pas des dingueries qui expliquent pourquoi par exemple on est dans les shoots, tu vois. Genre c'est pas toujours que les artistes ils galèrent, c'est parfois aussi que genre des leads ou des réals qui sont plus exigeants que ceux qu'on peut se permettre. Donc on doit un peu vérifier ce genre de choses. Ok. Et niveau comment dire, gestion de ta journée, de ta semaine et tout, combien d'heures tu travailles? Est-ce que toi aussi t'es amené à en faire plus? Est-ce que tu es un peu là-dedans aussi quand t'es pas au studio? Est-ce que tu arrives à couper? Ce genre de choses? Ça dépend des prods. Il y a des prods qui se passent de manière hyper fluide. Du coup, en vrai, je vais même avoir pas grand-chose à faire. S'il n'y a pas de problème, en fait, moi, j'ai pas vraiment de taf. Okay. Il faut penser la prod un peu comme un gardien de nuit, tu vois. Genre, il va faire sa patrouille. Ouais. Et s'il n'y a pas de problème, il a rien à faire. Après, il y a souvent des problèmes quand même en anime. Ouais. Il y a plus souvent des trucs, des communications à faire et tout. Mais c'est vrai que moi, j'ai été sur des prods où c'était super fluide. Le réal était genre easy, il validait tout, genre pas de soucis. Les leads prenaient vraiment en charge leurs équipes. Du coup, en fait, toi, à la prod, si un lead prend vraiment genre en charge ses équipes, c'est un peu moins de taf aussi parce qu'il va faire les assignations, il va vraiment genre tout gérer, s'assurer que les gens ils sont dans les temps et tout. Et en fait, du coup, t'as moins de trucs à faire. Et du coup, bon, t'as s'il y a un problème, et c'est bien que tu sois là parce que s'il y a un problème, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse s'en occuper. Mais tu vas avoir des journées un peu plus light. Et après, j'ai aussi eu des prods où en fait, je suis sous l'eau, j'arrive pas à m'en sortir. J'ai toujours 15 000 trucs parce que t'es en train de gérer 3 urgences et il y a une 4e urgence qui fait pendant que t'éteins un feu, il y a genre 3 feux qui se déclenchent de l'autre côté. Enfin, ça c'est les prods un peu plus chaotiques où il y a souvent c'est à la fois des problèmes un peu humains et un peu des problèmes de tech. Nous, on gère quand même pas mal les problèmes tech avec les équipes tech parce que les équipes vont être bloquées. Donc, nous, on va faire toute la partie genre contacter l'IT, s'assurer que le problème est réglé, genre communiquer entre les bonnes personnes qui doivent communiquer entre elles, mettre les personnes en relation pour s'assurer que ça avance, ce genre de trucs. Et donc, ça, c'est une partie non négligeable du taf. Donc, ça dépend. Et souvent, les démarrages de prod sont les plus intenses. Parce qu'il faut qu'on mette en place tous nos outils et ensuite il faut qu'on change tous nos outils parce qu'au moment où on démarre la prod, on se rend compte que les outils sont pas adaptés ou en fait il nous manque cette information qu'il faut qu'on ajoute. Parce que nous on repart des matrices de d'autres projets. En fait chaque projet est unique, chaque équipe est unique et les équipes vont pas forcément réagir de la même manière. Moi, j'ai fait 2 courts-métrages aux astronautes
Et j'ai une équipe qui a trop bien accepté le timesheet, c'était OK pour eux, il n'y avait pas de souci, ils le remplissaient tous les jours, ça les aidait aussi à gérer un peu leur temps et tout, enfin, zéro problème. Et j'ai eu une autre équipe, c'était pas du tout leur délire, enfin, genre, ils avaient l'impression de se faire fliquer, c'était pas cool, enfin, genre, ça leur parlait pas de savoir que, parce que le problème, c'est qu'il convertit en journée. Si je dis il faut 2 heures pour te plan, il va te dire 0,3, tu vois. Donc 0,3 jours, ils étaient là, mais ça veut dire quoi? Enfin, je comprends pas et tout. Là où peut-être 2 heures, ça leur aurait un peu plus parlé, mais en tout cas, là ça marchait pas. Et eux, ils voulaient vraiment repartir sur des quotas en mode combien de shots on va faire par jour, combien de secondes on va faire par jour. Ouais. Et du coup, là, il faut que je reparte dans un autre suivi où, genre, je peux leur donner ces informations tout en moi gardant mon suivi parce que j'aime bien quand même, genre, que ce soit si mon quota il est dans les choux, que je puisse dire ah oui mais c'est parce qu'elle a fait que des plans difficiles et donc en fait c'est normal qu'elle fasse pas le quota, tu vois. Donc j'avais genre 2 trucs en parallèle qu'il fallait mettre à jour et tout. Donc ça dépend des prods, ça dépend des projets, des équipes, ça dépend de plein de choses et du coup là, le démarrage souvent est assez costaud parce qu'il faut vraiment adapter toutes ces données là. Voir aussi s'il manque pas une information cruciale dont on n'avait pas besoin dans un autre projet, mais là dans la matrice, en fait quand tu l'as pas, ça fonctionne pas, ou en tout cas t'as pas toutes les informations. Et après, une fois que ça roule, en général c'est beaucoup plus fluide. Une fois que les équipes connaissent le projet, que le lead il connaît ses équipes, que les réals, enfin tu vois, les équipes sont un peu plus dans le style, le réal il connaît les équipes, il a confiance et tout. Là j'ai beaucoup moins de travail, ça va être de la maintenance entre guillemets. Ouais, ok. Et sur le côté, est-ce que tu arrives à couper le truc ou est-ce que tu as toujours des tâches de fond, même quand tu es chez toi? J'imagine que des trucs où tu as plein de choses à faire, c'est un peu... Ouais. Tu peux jamais vraiment t'en détacher, je crois. Ouais, les projets hyper intenses. Enfin, le projet le plus intense que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était la quête des Willan. Et genre, j'en rêvais la nuit. Genre, la nuit, je rêvais des tableaux Excel, j'étais là. Mais j'ai eu un peu des épiphanies, des fois, où je me suis réveillée le matin, j'étais là. Mais en fait, ma formule, elle est totalement fausse. Donc, ça, ouais, j'avais du mal à couper là-dessus. Il y a aussi ce truc que quand t'es à la prod, il faut quand même que tu sois joignable un peu tout le temps, juste au cas où il y a un technicien qui a besoin de te dire que demain il peut pas venir, ou genre, je sais pas, il y a un souci, ou je sais pas quoi, tu vois, genre, tu sais jamais. Un peu là pour gérer ce genre de situation. Donc, c'est cool que tu sois connecté. Mais ça, j'ai pas trop ce genre de truc. Ouais, c'était plus sur les projets vraiment intenses où il y a 15 000 trucs à gérer et sur l'Académie, en plus, comme on était producteur, les partenaires avec lesquels on bossait avaient mon numéro. Donc, on a fait des formations Blender, on a fait des enregistrements de voix, on a fait je sais pas quoi et tout. Et en fait, moi, je recevais des appels des partenaires des fois, juste qu'il y avait besoin d'informations et tout. Et il y a aussi eux, souvent, ils font des heures de ouf. Genre, à 20h, ils sont encore en train de bosser. Là où moi, j'essaie de, même quand je suis un peu sous l'eau, je préfère baquer des trucs que de faire des heures sup, parce que c'est pas payé, donc voilà. Et du coup, tu m'appelais à 20h en mode machin, truc bidule, et moi j'étais là, oui, on verra demain. Le reste demain. Mais ouais, un peu. Et puis, comme il y a beaucoup d'humains aussi, des fois ça reste avec toi, quoi. Genre, des conflits, des trucs. Des conversations difficiles que tu as pu avoir ou des situations un peu difficiles où genre tu sais pas trop comment gérer et du coup tu y penses tout le temps, quoi. Genre t'es là mais je sais pas trop, genre des gens qui partent en burn-out mais qui arrivent pas à s'arrêter et du coup genre t'es là bon bah comment je fais pour gérer ça, genre j'ai envie que la personne elle soit bien en fait et qu'elle se mette pas mal pour un projet d'anime. Et en même temps, genre, elle entend pas, elle écoute pas, elle devient paranoïaque parce qu'elle pense qu'on essaye délibérément de la pousser du projet et tout. Enfin, c'est des trucs, ouais, c'est dur de déconnecter de ce genre de choses parce qu'après, t'es là, ça des questions morales, d'éthique, genre d'humain aussi, parce que des fois, c'est des gens que tu connais même en dehors du boulot, enfin, ça peut devenir des amis et tout. Et du coup, ouais, ça c'est plus dur des fois de déconnecter quand il y a ce genre de situation. Ouais, j'imagine. Et est-ce que tu considérerais que c'est un métier très stressant de ton côté? Enfin, est-ce que c'est un truc, comment dire, stressant, ou est-ce que tu le gères bien? Ça dépend vraiment des gens, hein, de toute façon. Tu vois, aux astronautes, là j'ai un projet où c'est un peu difficile. En tout cas, je fais des grosses journées parce que c'est la mise en place et tout. Comme je disais, la mise en place c'est un peu long.
j'ai refait plusieurs fois mes outils et du coup c'est hyper chronophage, donc ça prend des journées entières et puis après au final t'as pas vraiment avancé de manière productive. Enfin t'as avancé parce que t'as un outil qui est plus adapté. Mais ça se voit pas trop quoi. Ouais, ça se voit pas trop. C'est plus t'as détruit ce que t'avais déjà fait quoi. Mais pourtant je suis pas stressée particulièrement. Il y a des trucs un peu chiants, il y a des trucs un peu relous et tout, mais ça va. Je pense que ça dépend aussi beaucoup du soutien que tu as par rapport à la direction. Parce que, en fait, la prod, c'est un métier un peu bizarre. Ouais. Il y a un peu ce côté où ben, on est lié pour en avoir quelque chose à foutre que le studio rentre dans ses frais, fasse pas des déplacements, enfin en tout cas que le projet se fasse et qu'il se fasse dans les conditions qui étaient les conditions de base, qui est ce pour quoi on a le budget, en gros. Donc, ça demande un peu une espèce de dissociation de tes intérêts personnels pour faire ton métier. Parce que, en soi, genre, t'as accès à des trucs où tu pourrais te dire, ah, toi, t'es mon pote, vas-y, on t'augmente le salaire et tout. Enfin, non, ce serait pas du tout éthique, mais genre, en soi, tu pourrais le faire, tu vois. Mais ta priorité principale, c'est de te dire, bon, c'est ça notre cadre, il faut qu'on rentre dans le cadre, on trouve des solutions pour rentrer dans le cadre, on discute avec des gens pour rentrer dans le cadre. Et des fois, en dépit de choses qui te font plaisir toi personnellement, tu vois. Genre, tu dois virer quelqu'un que t'aimes bien. Bah, ça, c'est chiant. Typiquement. Ou tu dois taper sur les doigts d'un ami à toi parce qu'il a pas fait le taf ou il a merdé ou je sais pas quoi. Bah, ça, c'est chiant de ouf aussi. Mais par ailleurs, comme tu as un peu ce devoir, on va dire, qui est lié à ton poste de fidélité envers la boîte, parce que bah, genre, sinon tu peux pas vraiment faire ton métier, je pense. Enfin, je sais pas trop comment tu ferais ton métier si t'en as pas quelque chose à foutre que bah, ça rentre dans le cadre. Si par ailleurs la direction elle est dans le soutien et elle peut genre prendre le relais quand c'est trop dur pour toi ou ah non mais là je vais pas pouvoir faire ça parce que je suis trop proche de cette personne et genre je sais pragmatiquement il faut qu'elle arrête sur ce projet mais je suis pas en mesure de lui annoncer ça, de savoir que ta direction elle peut prendre le relais ou que genre je sais pas tu vois ou juste genre t'as pas envie de prendre cette responsabilité parce que tu considères que c'est pas ta responsabilité ou genre anything goes. Si tu sais que tu peux faire confiance à ta direction pour prendre le relais, le métier devient beaucoup moins stressant. Par contre, si tu as l'impression que tu es tout seul et que ça dépend de toi, que c'est sur tes épaules et que si toi tu fais pas tes choix difficiles qu'il faut faire, en fait personne va les faire et le projet va capoter et la boîte va couler, c'est beaucoup plus stressant. Soudainement, c'est beaucoup plus, les enjeux sont beaucoup plus intenses. Et ça, je l'ai beaucoup ressenti, vraiment au début quand j'ai démarré sur Ewelian, j'avais pas de dire de prod. Donc j'avais l'impression que tout reposait sur mes décisions et que si je faisais une connerie, en fait, ça avait un effet domino assez conséquent sur non seulement les conditions de travail, les équipes, enfin, tu vois, plein de trucs comme ça. Et quand ma directrice de production est arrivée, j'ai eu un soulagement. J'avais toujours autant de travail, mais j'avais eu un soulagement de charge mentale où en fait je savais que les décisions, il n'y avait plus que moi qui les faisais. On les faisait ensemble, on en discutait avant et tout. Et surtout, elle, en tant que directrice de prod, prenait les responsabilités de toutes les décisions. Et en plus, elle les prenait genre... Enfin, elle considérait que c'était son devoir. C'est le cas, mais tout le monde ne l'assume pas. Et elle allait au front, tu vois, genre pour défendre les équipes, pour défendre les décisions qu'on aurait pu faire et tout. Et ça, j'ai vécu l'inverse aussi, où genre, en fait, la personne te fout sous le bus quand ça l'arrange. En mode, ah oui, mais ça, c'est pas moi qui ai pris cette décision, c'est machin, tu vois, c'est Marion, elle a décidé tartare. Et là, du coup, c'est très stressant parce que le moindre faux pas que tu fais, t'as plus de soutien de la direction. Et il n'y a pas de confiance, en fait. C'est-à-dire que toi, t'es le fusible. Genre, si y a tout le monde va t'engueuler de tous les côtés. Ouais, c'est ça. S'il y a des mécontentements et tout, la personne en haut, elle sait qu'elle elle peut juste utiliser comme en disant ah non mais de toute façon c'est la faute de machin. Et là c'est hyper stressant quoi. Genre c'est pas hyper stable dans ce que tu fais. Et puis c'est hyper bizarre parce que toi toute la journée tu t'égosilles pour que ça rentre dedans. Pour la personne qui gère, enfin qui a sa boîte et son projet, et après cette personne-là, elle se fout sous le bus, genre. Ouais, tu considères pas quoi. Du coup, on est parti dans ces conditions.
Ouais, bah, je comprends. Vraiment, la fidélité que tu donnes, si elle n'est pas rendue, ça vaut vraiment pas le coup. On n'est pas assez payé pour ce genre de conneries. Genre, vraiment. Et peut-être pour finir, est-ce que tu as un conseil ou quelque chose que tu veux dire aux gens qui voudraient justement faire ça, que ce soit sur comment rentrer dedans, comment se faire ne serait-ce qu'une expérience avant d'y rentrer, histoire de déjà comprendre un peu les choses à faire, des choses comme ça? Bah, je pense que l'avantage en anime, c'est que, comme je disais, ça recrute un peu plus facilement parce qu'ils ont un peu du mal à trouver des gens pour faire de la prod. Et donc, t'as pas vraiment besoin. C'est beaucoup du soft skill. Donc, c'est des compétences qui sont pas vraiment. T'apprennent pas trop, à part avec de l'expérience. Alors, comment gérer des gens, bon, bah, tu peux regarder la théorie, mais au final, c'est vraiment genre l'avoir vécu qui va vraiment te donner le plus de connaissances là-dessus. Et avoir fait des prods pour pouvoir anticiper des problèmes, ce genre de trucs, bah, on peut partager nos expériences et d'autres chargés de prod ou des directeurs de prod peuvent te parler de leur expérience sur les projets, mais comme chaque projet est unique et tu réagis pas forcément de la même manière qu'eux, ce sera de la théorie et ce sera jamais une leçon aussi solide que si tu le vis toi-même, quoi. Donc pour moi, le mieux en prod, c'est de commencer par de l'assistanat de prod, d'avoir de l'expérience concrète en fait, de voir un studio comment ça fonctionne, d'avoir des gens qui te donnent des tâches et tu vois un peu genre les conséquences que ces tâches-là ont sur le quotidien des gens et tout. Et en fait, de faire ton chemin un peu petit à petit comme ça, souvent au sein de la même boîte, tu vas pouvoir passer assistant chargé pour dire si ça se passe bien et que tu fais plein de projets avec eux. L'intérêt d'une formation comme les Gobelins, pour moi, elle est plus à long terme. C'est-à-dire que moi, c'est une perte de temps, en vrai, pour les gens qui connaissent déjà le milieu et tout. Quand tu as fait une formation d'anime, notamment, en fait, tu peux découvrir la prod directement en étant assistana. Genre, la formation va pas apporter grand-chose là-dessus. Par contre, ce qu'elle apporte, c'est des notions plus générales et plus... ouais, si tu veux un moment ouvrir ton propre studio ou être producteur, là, la formation, elle vaut vraiment le coup. Parce qu'elle offre des notions solides sur comment l'industrie elle est articulée. Elle te donne des notions juridiques aussi, genre au niveau des contrats et tout. C'est des trucs que tu vas voir un peu vite fait en étant assistant chargé de prod et tout, parce que nous, on gère les contrats. Mais il y a une différence entre la pratique et la théorie. En juridique, elle est assez marquée, parce qu'en fait, le juridique prévoit un cadre très carré, sauf que la réalité du métier fait on peut quasiment jamais le respecter. Donc on est toujours un peu obligé de faire n'importe quoi. Pas n'importe quoi, mais genre un peu pas ce qui est totalement genre correct de faire d'un point de vue purement juridique. Et du coup, je pense que si tu veux ouvrir une boîte, c'est bien de connaître le cadre. Parce que savoir que quand tu le détournes, pourquoi tu le détournes, comment tu le détournes, est-ce que tu le détournes de manière justifiée ou injustifiée, et de pas, il y a certaines boîtes qui font des choses, qui le font depuis le début comme ça, et que l'animation c'est un peu un milieu un peu genre roots. Et du coup, les gens qui ont fait de la prod, ils ont pas toujours eu des formations juridiques, ils ont pas toujours ces notions-là. Et ils ont appris sur le tas, en se débrouillant, en regardant des modèles et en copiant des modèles et tout. Et il y a des trucs des fois qui sont soit d'actualité, soit c'est pas tout à fait vraiment comme ça qu'on est censé faire, ça passe, mais en vrai c'est pas vraiment correct. Et du coup, cette formation, elle vient un peu solidifier ce genre de connaissances-là sur le cadre juridique. Après, le cadre juridique, il faut savoir qu'en animation, il est très difficile à respecter, parce que il est plus adapté à un contexte de CDI où en fait genre les conditions et le cadre de travail est le même jusqu'à nouvel ordre, alors que nous les CDDU, enfin on recrute les gens un peu au dernier moment, des fois genre entre le moment où la décision est prise et le moment où la personne elle doit commencer, des fois genre il se déroule un jour, on est toujours censé faire les contrats avant qu'ils commencent, mais des fois on le fait le jour même ou même un jour après parce que juste on n'a pas eu le temps que les gens le signent, etc. La personne va peut-être recevoir son contrat un peu après, qui dans un cadre juridique est pas ok. Genre, en gros, nous chez Cotonou, on avait un pôle juridique, ils étaient là, arrêtez de faire ça, juste ne faites pas démarrer les gens si vous n'avez pas les contrats.
Nous, d'un point de vue prod, on n'avait pas le choix. On était là, ouais, mais là, on a 3 jours de taf. En gros, si on les fait pas maintenant, ça recule d'une semaine. Et genre, juste pour à un jour près, il faut qu'on fasse penser la personne maintenant, parce que comme ça, on fait nos 3 jours de taf et on peut envoyer les trucs. C'était pour des marchés et tout. Donc, c'est vraiment genre une deadline genre dure. Et t'étais là, ouais, vas-y, en vrai, on s'en fout. Surtout quand la personne, elle a déjà bossé pour la boîte et du coup, elle connaît les modèles de contrat, elle connaît les conditions qu'il y a dedans. C'est un peu plus délicat quand la personne, elle a jamais bossé pour la boîte. Du coup, elle a plus son contrat avant de démarrer. Après, les techniciens, ils lisent jamais leur contrat, donc bon, voilà, il y a le cadre, il y a la réalité. Lisez vos contrats quand même, c'est bien. Ouais. Il faut lire avant de signer, juste pour s'assurer que tout va bien. Et en plus, en ce moment, il y a eu un peu des problèmes sur des avenants qui ont été signés sans que les gens regardent et se rendent compte qu'en fait, ça finissait leur contrat plus tôt, genre. Donc, vraiment faire attention à ce genre de choses. Il y a des studios qui envoient un peu des contrats sans parler avant aux équipes et tout, qui ont des pratiques pas hyper cool. Du coup, c'est hyper important de bien lire son contrat, s'il y a des trucs pas clairs, de pas hésiter à contacter la prod, parce que des fois, c'est juste problème de communication. Et vraiment, 80% du temps, c'est des problèmes de communication. Donc, il y a des pressions qui sont ressenties ou genre des dramas un peu qui sont créés. Après, c'est juste qu'il y avait une information qui n'était pas passée ou un truc comme ça. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à genre demander des clarifications si un truc qui vous paraît louche et tout. Pour pouvoir savoir si c'est le studio qui est en train de faire des trucs pas cool ou si c'était juste qu'on avait mal communiqué et qu'on ne s'était pas compris. Ouais. Oui, de toute façon, globalement, c'est ça. C'est un peu aussi le résumé de tout ce qu'on a dit. C'est il faut savoir bien expliquer les choses à droite, à gauche, histoire que ça marche bien, quoi. C'est ça. Donc, je pense pour faire de la prod, il faut pas mal de pédagogie. Il faut aimer les relations humaines parce qu'on en a beaucoup. C'est un peu le principal le truc. C'est genre l'échange, la communication, ce genre de trucs. Aimer les tableaux Excel. Mais en vrai, c'est pas le principal. J'ai connu des très bons chargés de prod qui étaient pas hyper à l'aise sur Excel et tout. Mais qui étaient très bons dans l'humain et du coup, ça marchait. Ça fonctionnait bien. Et il faut être un peu organisé, quoi. Ouais. Si t'es pas organisé, ça se ressent sur la prod. Oui, parce que t'es la personne qui est censée organiser, quoi. Donc, Oui, même si t'es très bon en humain, ça compense pas trop quand même si t'es mal organisé. Mais je pense, c'est un métier qui est assez passionnant parce qu'il demande un éventail de compétences qui est assez large. Et du coup, de pouvoir faire des choses assez différentes. Et la dernière chose que je vais dire que je kiffe dans mon métier, que j'adore, c'est que c'est le seul autre métier à part les réals où tu peux voir une production du début à la fin, en passant par le son aussi, que quand t'es technicien d'anime, tu vois quasiment jamais, ou pas du tout, enfin juste voire pas du tout. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir assister à des enregistrements de voix, à notamment des enregistrements de bruitage valise. Donc avec genre le bruiteur et ses 40 paires de chaussures qui tapent sur du parquet et tout. Enfin genre ça c'est vraiment trop kiffant. Le fait d'avoir cette diversité dans les départements et dans l'artistique et ça c'est vraiment genre un gros kiff pour moi. Genre je le ferai pas moi-même, mais pouvoir y assister c'est juste une joie quoi. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. J'espère que ça va aider toutes celles et ceux qui regardent à comprendre un peu mieux ce métier, que ce soit pour le faire ou pour juste être en contact justement dans des prods avec les gens qui sont chargés de prod. Et puis si jamais il y a d'autres questions, faut pas hésiter à les dire en commentaire. Et voilà, merci beaucoup. Merci à toi.